Tu m'entends, mec? Introduction. Ça va ou quoi? Ça va et toi? Ouais, ça va. Bien ou pas là? Bah, ça se passe là, le confinement au Canada? Ouais, ça va, tranquille. On a à manger, on a de la musique, donc c'est bon, tout va bien. Ouais, tout va bien. Ah, c'est important. Bah, ici à New York, c'est un peu... Bah, ici à New York, c'est un peu... Je sais pas regarder les actualités depuis quelques heures, mais c'est un peu... Ça bouge un petit peu, hein. Ok, bon, bah écoute, j'espère que ça va aller. Fais attention en tout cas. Merci beaucoup, toi aussi, mec. Bon, du coup, là, on est 10 sur le live, je suis content. Ça m'a pas bouffé sur Instagram, là, donc... C'est vrai, c'est le deuxième live que je fais de ma vie, donc on va... Le premier, c'était celui que t'as fait cette semaine, là? Non, formel, mais ouais, c'était ça, c'était le premier. Ouais, ok, d'accord. Ça marche. Bon, bah du coup, dans cette vidéo, j'ai pris quelques notes, hein, Nicolas. J'ai fait ça un peu en mode scolaire, quand même. Donc, dans un premier temps, on va revenir sur ton livre, sur Kendrick Lamar. Donc, okay. Je vais te poser des questions sur les origines de ce livre, ton processus d'écriture et les difficultés que tu as pu rencontrer. Ouais. Et en fait, on va laisser du coup les personnes poser les questions qu'ils veulent. On va pas trop dire trop parce que sinon on va tout découvrir du livre. Ouais. Et après, dans un second temps, on va revenir sur TDI, sur les artistes du label, du coup sur, comme je t'ai dit, sur l'aspect visuel, cinématographique à travers les clips de Kendrick Lamar et les autres artistes. Parfait. C'est toi le patron. Voilà. Donc du coup, avant de commencer, je te fais une petite bio. Donc tu es né en 91 à Grenoble. Tu me dis si je me trompe. Et tu es conférencier. Donc je suis allé voir sur ton site internet là. Okay. Et tu vas travailler pour. Donc là, les abonnés vont reconnaître Néo Boto. Ouais, tu le reconnaître, mais c'est vrai que c'était un petit site qui fonctionnait bien, 2010-2012, quelque chose comme ça. Ouais, avec le freestyle, c'était boule de freestyle, c'est ça? Non, c'était partiel de punchline. Ouais, partiel de punchline. On a eu Dean Burbigo, on a eu Sadek, on a eu Dinos, enfin plein de gros noms. Et on leur donnait des mots, des mots choisis de manière complètement aléatoire. Ils devaient freestyler là-dessus, ouais. 10 minutes pour préparer, je crois, et après ils devaient freestyler, donc c'était un peu quoi. Ouais, c'était un vrai concept. Et puis, tu avais travaillé aussi sur O5 Magazine et surtout Soulbag Magazine, du coup. Ouais, parce que magazine papier. Tu es spécialisé aussi sur la soul. Ouais. Et tu as écrit un livre en 2018 qui s'appelle Soulbag, la soul en disque. Mouvement Up, la soul en disque, ouais, c'est un hommage à la tête de Curtis Mayfield. C'est ça. D'accord. T'es bien. T'es bien renseigné, nickel, c'est parfait. Ouais. Et surtout aussi pour les abonnés, du coup, tu as intervenu sur le podcast No Fun de Mehdi Maizi. C'était un hors-série de No Fun qui était géré par Raphaël Dacruz. Ça s'appelait La Source. Et effectivement, il y a un épisode de Mehdi Maizi. Ouais. Et c'était notamment l'épisode sur le sample de Biggie, me semble, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ouais. Okay. D'accord. Et du coup, ton livre, tu l'avais publié aux éditions Le Mot et le Reste. Et là, tu prépares ton livre sur Kendrick Lamar qui va sortir, du coup, d'ici la fin de l'année. C'est ça? Ça va sortir, c'est la première fois que je vais donner la date. J'ai une date en septembre, là, donc mi-septembre. Après, je suis pas encore sûr que ce soit en septembre, parce qu'avec tout ce qui se passe avec le virus et tout, peut-être que l'éditeur va devoir décaler des livres. En tout cas, je pense que là, je le rentre à la fin du l'impression, etc. Et normalement, ça sera en septembre. Ok, d'accord. Bah, c'est cool ça. Donc du coup, Kendrick Lamar, comment t'es venu l'idée d'écrire un... Et ben, en fait, cette idée, ouais. Alors en fait, j'étais en réunion avec mon éditeur. Enfin, j'ai bu une bière avec mon éditeur, en gros, un truc complètement informel où on a parlé de mon bouquin sur la soul justement, de comment ça avait marché, de ce que j'avais fait, etc. Et l'éditeur a commencé à me parler de mon prochain livre. Et il m'a d'abord proposé de faire des biographies. Je crois qu'il m'avait proposé Jay-Z ou Eminem, et je lui ai dit pas envie du tout. Et après, il m'a dit est-ce que ça te choquerait de faire un truc sur Kendrick Lamar? Et au début, je lui ai dit non. En fait. Je trouvais que c'était un peu trop tôt. C'est quelqu'un qui est loin d'avoir fini sa carrière. J'ai réfléchi. J'ai pas réfléchi longtemps, je t'avoue, mais je me suis dit écoute, pourquoi pas parce que c'est une histoire qui est encore en cours en fait. Et on a souvent tendance à écrire sur des artistes qui ont fini la carrière plus longtemps pour avoir un vrai recul, et c'est hyper intéressant, mais aussi je pense que ça peut être cool aussi d'avoir un point de vue sur quelqu'un qui en est
parce que derrière en fait. Un vrai challenge pour moi, et en plus c'est un artiste qui m'intéresse beaucoup, c'est pas mon artiste favori du tout, c'est pas le mec que j'écoute le plus. Et je me suis dit ouais, on peut tenter et puis on verra où ça mène. Ok, d'accord. Ouais. Et du coup, le fait que ça soit pas ton artiste préféré, je pense que t'as dû apprendre plein de choses pendant tes recherches et plein de je pense que ouais, déjà, et je pense que c'est pas forcément, je pense que c'est une bonne chose que ce soit pas un artiste que j'apprécie, enfin, je l'apprécie, mais que ce soit pas mon préféré, c'est bien parce que je vais pas avoir une approche, c'est pas un joli mot, mais en mode groupie. Je vais avoir du recul, je vais être capable de le critiquer, de parler de ses albums en prenant du recul justement. Et puis ouais, du coup ça te permet de vraiment rentrer dans le sujet et puis tout ce qu'il y a autour aussi, parce que c'est pas uniquement un livre sur Kendrick Lamar, c'est un livre sur plein d'autres choses. Ouais, exactement. Parce que c'est vrai que la particularité de Kendrick Lamar, c'est que déjà il y a le fait que tu vois ils viennent de Los Angeles. Et Los Angeles, du coup, c'est la ville qui, historiquement, est celle aux États-Unis qui a vu émerger les gangs, en fait. C'est une ville qui a aussi beaucoup d'impact sur la culture afro-américaine, parce qu'il y a eu aussi les riots de Watts en 1960. Ouais. Et puis celle les riots de Rodney King en 1992. Alors en fait, celle de Watts c'était en 65 et celle de Rodney King c'était à Los Angeles, c'est dans tous les trucs en 92. Voilà, c'était dans tous les quartiers parce que Watts c'était vraiment localisé sur le Watts et en 92 ça s'est généralisé à tous les quartiers en fait, jusqu'à Hollywood et même les quartiers les plus riches. Totalement pris que d'ailleurs, il y a un super bon documentaire à regarder sur Netflix qui s'appelle LA 92, qui est fait par National Geographic. Je crois qu'on en avait parlé ensemble, mais il me semble que tu l'avais vu. Et c'est un documentaire qui est glaçant, mais qui est hyper important et intéressant pour comprendre le contexte justement des émeutes, etc. Exactement, ouais. Et du coup, pour revenir maintenant avant de revenir sur Kendrick Lamar et vraiment le personnage, le rappeur de Kendrick Lamar, je vais te demander si tu avais rencontré des difficultés en fait par rapport à l'écriture de ce livre d'un point de vue pratique, genre l'édition, publication, etc. Est-ce que ok. Et voilà, non, j'avais déjà mon éditeur en fait, donc j'ai eu la chance que l'éditeur accepte de faire un autre bouquin avec moi. À partir du moment où j'ai signé mon contrat, j'étais quasiment sûr que le bouquin allait se faire. Donc j'ai pas eu à me préoccuper de ça, j'ai pas eu à être stressé pour chercher un éditeur, à savoir si je vais aller plaire ou pas. J'ai signé le contrat en octobre 2018 et j'ai su que le bouquin allait être publié. Donc de ce côté-là, j'étais sûr. Donc c'était vraiment appréciable. Ouais. Ok, d'accord. C'est cool. Difficulté d'écriture, moi je sais pas, peut-être que je vais un petit peu. Je vais poser la question, désolé. Est-ce que tu as rencontré des difficultés dans l'écriture? Parce que justement, par rapport au personnage de Kendrick Lamar, je trouve qu'en fait, si tu fais une recherche au niveau de la trajectoire en fait du rappeur, c'est-à-dire sa rencontre avec Anthony Tiff, sa signature sur TDE, le fait qu'ils avaient mis en avant d'abord J-Rock en fait, avant Kendrick Lamar. Et c'est vrai que moi, par exemple, tu vois, pour la petite anecdote, moi j'ai fait j'ai découvert la musique de Kendrick Lamar. Moi, c'était en 2007 sur la mixtape de The Game. Et moi, tu vois, The Game, c'est mon rappeur. Je sais que The Game, et en fait, tu vois, je vois ce morceau. Il y avait un documentaire qui était sur cette mixtape de The Game qui était sorti en 2007. Et en fait, tu voyais J-Rock et Kendrick Lamar en studio en train d'enregistrer un morceau. En fait, quand je voyais, tu vois, j'étais plus et c'est J-Rock, tu vois, qui m'avait surtout interpellé parce que tu vois, il avait une voix très grave, tu vois. Alors que Kendrick Lamar, tu vois, c'était le petit MC à côté sur le côté qui était un peu, c'est un peu péjoratif, il était un peu insignifiant, tu vois. Il y avait rien d'exceptionnel. Et moi, j'ai vraiment attendu, tu vois, 2011 quand il est apparu sur le morceau de The Game de Silly, où là j'ai vu, ok, là c'est vrai qu'il y a quelque chose qui se passe avec ce rappeur. Mais c'est vrai que la carrière déjà Compton The Game vient de Compton, donc la connexion qui se fait avec Kendrick Lamar automatique. Après toute la carrière de Kendrick Lamar en fait a été faite un peu en parallèle de celle de The Game. TDE c'est aussi le label qui a repris après une grosse période de traversée du désert suite au déclin première période de The Game. Je parle d'un point de vue vraiment international. Je sais pas si c'est vrai que The Game a toujours tendance à un peu exagérer et on sait jamais trop ce qu'il dit est vrai ou pas. En tout cas, c'est vraiment lui qui a lancé la carte Kendrick Lamar. C'est vrai que ses premières interventions sont faites de The Game, comme tu viens de le dire. Il dit, c'est lui aussi qui a emmené The Game, il a emmené Kendrick Lamar aussi en il joue un rôle dans Cardi B seul, pour cette génération de rappeurs de Los Angeles, qui a été très important, effectivement.
Et pour l'anecdote, The Game, quand il n'était pas du tout connu, il a commencé à enregistrer des sons dans le studio que Top Dog avait construit à Carson, et qui deviendra plus tard le studio de TD. Ah d'accord, il avait déjà enregistré. Jamais sorti, et c'était dans le studio que Top Dog avait construit à Watson. Donc c'est vrai que c'est important pour TD, pour Kendrick, quoi. Mais c'est vrai que ce qui est fou avec les rappeurs de Los Angeles, en fait, c'est que hier, je regardais un interview de Sir, tu vois, leur signature, le chanteur R&B, là, et il expliquait justement que lui, tu vois, il avait genre en 24 heures, il a fait la connaissance de J-Rock, et puis après, de Kendrick Lamar, il a tout de suite enregistré un son, tu vois. Ouais. Et du coup, on lui a demandé en interview, mais est-ce que J-Rock et Kendrick Lamar, quand ils t'ont vu rentrer dans le studio, ils se sont pas dit, bon, c'est qui ce mec qui rentre, tu vois, genre on le connaît pas, il vient enregistrer un son. Il expliquait qu'en fait, dans Los Angeles, tu vois, tous les quartiers, tu vois, que ça soit Watts, South Central, Carson, Compton, Long Beach, en fait, ils se connaissent tous un petit peu, tu vois. C'est vrai. Ils ont tous fréquenté plus ou moins le même high school qui était entre un quartier et un autre. Ouais. Donc, ils ont tous un peu le même état d'esprit, quoi. Bah en fait, si tu veux, si tu prends l'exemple de Compton, par exemple, c'est une ville déjà qui est toute petite. Ce qui est assez impressionnant quand tu vois le nombre de rappeurs qui sont sortis de là-bas, c'est assez intéressant de voir ça. Et c'est une ville en fait qui est au centre de tout. Elle est entourée par Long Beach, elle est entourée par Los Angeles, elle est entourée par Watts, par Carson. Et en fait, tous ces gens-là, en fait, ils se connaissent effectivement et puis ils se rassemblent à un moment ou à un autre. Et je pense que c'est ça aussi qui a fait la force de TD parce que ils ont débattu de Watts d'abord avec le docteur Punch. Ensuite, ils sont allés vers Compton avec Kendrick. Ensuite, ils ont recruté des gars de Carson avec Absol, Wizard, etc. Star qui vient de aussi là-bas. T'as César, etc. qui rachète, qui peut ils sont vraiment récupérés un petit peu toutes les parties des États-Unis et je pense que c'est aussi ça qui fait la richesse de leur identité musicale qui est intéressant dans un culture en fait. Exactement. Et sans compter toute la comparaison qu'on donne à Defo aussi, le label de ce grind, c'est vrai qu'on compare beaucoup TDE dans leur manière dans toute leur organisation. Moi je dirais, tu vois, que la particularité de Defo aussi, tu vois, c'est qu'en termes de rooster, quand c'est arrivé au début des années 90, genre t'avais tout de suite Dr. Dre, Snoop Dogg, en fait, quelque part ces deux-là, ils étaient déjà, tu vois, Dr. Dre c'était déjà quelqu'un de confirmé. Mais c'est vrai que quand Snoop Dogg il sort Doogie Style, limite on met Dr. Dre et Snoop Dogg au même niveau. Et puis après ils vont signer Tupac, tu vois, et là c'est comme si t'avais trois rapports qui sont indiscutables. Alors que dans TDE, une fois qu'ils ont trouvé, tu vois, leur poulain, enfin celui qui va en fait représenter le label, c'est comme si t'as Kendrick Lamar et les autres artistes, ils attendaient un petit peu avant de, tu vois, ils se disent pas on va surpasser Kendrick, tu vois. Non, en fait, ce qui est important chez TDE, c'est la structure familiale. En fait, tous ces mecs-là, ils ont commencé ensemble. Ils ont commencé ensemble dans un tout petit studio qui a été construit dans une annexe d'une maison de Carson, un truc minuscule. Tu peux voir dans certaines de leurs vidéos d'archives. Il y a pas beaucoup d'images, mais tu peux voir. C'est un studio qui était petit, hyper sombre. Il y a un couloir en fait. Et ils ont commencé ensemble. Ils ont dormi dans la même pièce en faisant du son tout le temps. Et les gars-là, ils sont restés ensemble. Ils travaillent tout le temps ensemble actuellement. Kendrick Lamar, c'est le gars qui fait le séquentiel des albums de Schoolboy Q, par exemple. Et je lisais une interview de Mix Bailey, qui est l'ingénieur du son de Kendrick Lamar, enfin de TDE plutôt, et qui disait que si tu prenais l'exemple de Maybach Music, les Rick Ross, les Mickey, etc., installés, ils n'étaient pas forcément potes au début, alors que TDE, oui. Et je pense que c'est aussi qui fait la force des labels, et ça se ressent vraiment dans leurs albums. Donc, il y a Soundwave, qui est un producteur maison de TDE, qui disait qui est un mec hyper important dans l'histoire. On n'en parle pas, c'est vraiment un personnage clé. Il y a plein de gens de monde comme ça de TDE dont on parle pas toujours, mais qui sont vraiment aussi importants que Kendrick Lamar dans l'émergence du label. Kendrick Lamar, c'est la tête d'affiche actuellement, mais il y a plein de gens qui ont contribué à faire émerger le label. Et donc ce gars-là disait que quand tu faisais un album, tu étais en compétition avec ton frère. Et il y avait pas d'amour, pas d'amitié là-dedans. Il fallait que tu sois juste meilleur que lui. Quand t'arrivais en studio avec J-Rock, le défoncer. Quand t'arrivais en studio avec Kendrick, tout le monde avait envie de le défoncer. Et pour défoncer Kendrick et J-Rock en studio, faut y aller. Tu vois. Je pense que c'est ça un aussi gros niveau d'exigence. Exactement. Et c'est vrai aussi, tu vois, par rapport à Top Dog aussi, tu disais du coup les personnes qui sont dans l'ombre. Tu parlais de Soulwave et c'est vraiment les Digiphonics en fait. Et du coup, moi, c'est vrai que je regardais quelques interviews et ils sont vraiment sous-estimés, mais quand tu regardes tous leurs albums, c'est toujours Soulwave et tous les autres Willie B, tous les gars qui gravitent autour, comme Black, etc. Ouais, ils sont une belle équipe de producteurs in-house, comme on dit.
Exactement. Ouais, c'est un ami d'enfance de Kendrick. Ouais, exactement, ouais. Et t'as aussi, tu vois, même au niveau de la structure, tu disais que c'était une structure familiale, mais même au niveau de la présidence de TDE, donc Anthony Top Dog, CEO, on a les deux présidents, donc c'est Punch et Dev Free. Dev Free, qui était de Kendrick Lamar au lycée, c'est ça? Ouais, c'est le gars qui, alors Dev Free, je parlais de Soundboy, mais je pense que c'est vraiment le gars le plus important dans la carrière de Kendrick Lamar. Ouais. C'est le gars qui a enregistré sa première mixtape. Il était dans un lycée, en fait, à côté du lycée de Kendrick qui s'appelle Centennial. Il était à Gardena et c'était un DJ là-bas. Et un jour, il a entendu parler de Kendrick Lamar et il a dit, vas-y, viens chez moi, j'ai un petit studio. Je vais t'enregistrer et à partir de là, c'est là que ça a tout commencé. Exactement, ouais. Et pour revenir maintenant sur l'écriture de ton livre, l'année dernière, tu étais parti faire du repérage, en fait, en immersion à Los Angeles. Peux-tu nous raconter, en fait, cette expérience que tu as eue à Los Angeles? Ouais, en fait, je me suis dit, j'ai pas envie de faire un bouquin assis derrière mon bureau chez moi. Faire une biographie comme ça m'intéressait pas trop, ça aurait été possible, mais j'avais besoin de voir les choses en réalité. Donc j'ai pris mes économies et puis je suis parti pendant une dizaine de jours, une semaine à peu près à Compton, avec Julien qui est très talentueux. Et on a fait, en fait, je suis parti pour mon bouquin et en parallèle on a fait un reportage qui a été publié en partie dans le journal Libération et qui sera publié là dans quelques mois sur un gros site de rap, donc je peux pas encore trop donner le nom. Et ça va être un joli truc. Et je suis parti effectivement à Compton. Je suis allé là où Kendrick a grandi. Je suis allé devant son lycée. En gros, si tu veux, j'ai tripoté Mad City. J'ai noté les menus, les fast-food, les trucs, parce qu'en fait, c'est une sorte de TripAdvisor de Compton dans cet album, c'est incroyable. Il a complètement quadrillé son territoire, etc. Donc c'est vraiment visuel. Et en fait, je voulais que mon livre ait une dimension aussi visuelle comme Good Kid, Mad City. Et c'est pour ça que pour moi, c'était important de partir là-bas. J'ai pu voir des choses, j'ai pu décrire des ambiances dans mon bouquin, parce que je voulais que ce soit vraiment immersif. J'ai rencontré plein de gens de l'entourage de Kendrick Lamar aussi, donc j'ai chopé des infos qui sont je pense, intéressantes et qui permettent d'ajouter quelque chose au bouquin. Ok, d'accord. Donc du coup, pour contacter... pour finir là-dessus, Los Angeles, j'ai vu Santa Monica un soir et Venice Beach, et au final, j'étais à Watts aussi. J'étais que à Watts, Compton, à bosser toute la journée, et le soir on rentrait tôt pour préparer les interviews du lendemain, etc. Donc c'était différent, mais c'était une expérience de fou et se mettre à comprendre plein de choses et de voir plein de choses. Et changer ma perspective sur beaucoup de choses aussi. Ben, c'est vrai que tu vois, par exemple, Los Angeles, c'est une destination qui, pour moi, c'est une ville qui est très particulière aux États-Unis. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui sont déconcertés quand ils viennent à Los Angeles, tu vois, parce que quand tu as toute la vibe de New York et que tu passes de New York à Los Angeles, il y a vraiment un gros changement. Déjà par rapport au fait que tu dois constamment avoir une voiture. La ville est vraiment c'est très éparse en fait, tu vois, c'est très étendu la superficie par rapport à New York. Et moi, quand j'étais parti à Los Angeles avec mes parents en 2016. Le truc qui était marrant, tu vois, c'est que quand je suis parti à Los Angeles, moi je suis un fan de cinéma, donc forcément, tu vois, tu parles de Sunset Boulevard, Mulholland Drive et tout. Et vu que je suis aussi fan de gangsta rap et G-Funk, moi c'était Compton, tu vois. Donc j'ai pris Google Maps, je me suis dit, on va partir à Compton. J'ai dit à mes parents ils ont dit, bon, on sait pas où tu vas nous emmener, tu vois. Donc on est parti à Compton la journée. Et c'est vrai que quand tu viens et que tu t'intéresses pas forcément au hip-hop, au gangsta rap, ou même aux jeux vidéo, avec les gars, l'autre en fait, Compton. Quand tu viens à Compton, tu perçois rien, tu vois. Mais quand t'es un gros fan de hip-hop, il y a toute une vibe en fait dans cette. Et je pense que ça, c'est ce que tu as dû percevoir quand tu es parti là-bas. Ouais, j'ai essayé vraiment de retranscrire ça et surtout vraiment le truc que j'ai essayé de faire avec ce bouquin-là, c'est de parler de mon sujet avec le plus de respect possible. Et en fait, j'ai adopté la même approche quand je suis allé à Compton. Je suis pas allé en mode touriste. Je vais prendre des photos de la maison de Kendrick Lamar et je vais faire ça comme ça. Je pensais que c'était pas respectueux et moi en tout cas, j'aurais pas envie que des gens passent devant chez moi et prennent des photos. Tu vois, et en fait,
Ce dont il faut se rendre compte aussi, c'est que les gens qui habitent à Compton, ils sont très affectés par la réputation que peut avoir la ville, notamment à cause du gangsta rap. Dans l'imaginaire collectif, Compton, c'est une chose que nous, fans de rap, on voit que par des clips, que par des documentaires, que par des articles de presse, de médias qui parlent de la ville comme d'un coupe-gorge, où les gens se font tirer dessus, où les gens vendent de la drogue tout le temps. En fait, ça a beaucoup changé, c'est plus du tout le cas maintenant. Et les habitants de la ville, ils se battent vraiment pour que ça change. Et aujourd'hui, les gangs sont toujours présents, mais c'est beaucoup moins présent qu'avant. Il y a beaucoup moins de meurtres, il y a beaucoup moins d'homicides, il y a beaucoup moins de drive-by. Il n'est pas rare que des Crips et des Fabulous se rassemblent pour une chanson, pour faire des opérations auprès de la jeunesse, etc. Et c'est quelque chose que j'ai vraiment voulu retranscrire dans mon bouquin, sortir un peu, même complètement des idées reçues, des clichés qu'on peut avoir sur le gangsta rap et sur Compton. Parce que je trouve que c'est aussi ce qui est intéressant chez Kendrick Lamar, c'est que, c'est comme il le dit, c'est le bon gamin dans une ville de dingue. Exactement. Elle est plus si dingue que ça, mais en tout cas, c'est quand même une ville où il a vu des choses. Parce qu'à l'époque de Kendrick Lamar, c'était encore une situation très compliquée quand même. Là, ça s'est amélioré, notamment grâce à la mairesse qui s'appelle Aja Brown, qui est une native de Compton, qui a fait beaucoup de choses en travaillant en main dans la main avec les gangs. Les politiques avant, c'était on va se battre contre les gangs, mais on va pas essayer de travailler avec eux. Elle a une approche complètement différente. Et c'est pour ça que ça s'améliorait, parce qu'elle est partie de l'intérieur, elle est partie de la source du problème, en disant ok, vous êtes pas d'un gang, mais que faire pour retrouver l'autre, qu'on peut faire pour ressortir de la rue. Et c'est pour ça que ça change. À la fois de Kendrick Lamar, quand il a écrit Petit Mad City ou même avant, c'était pas du tout la même chose. Ouais, et je trouve que c'est intéressant cette transition aussi à raconter. Sortir de violence pour arriver vers quelque chose de plus positif. C'est ce que j'ai voulu faire dans mon bouquin. Bah, typiquement, pour revenir sur Kendrick Lamar, par exemple, tu vois, quand tu regardes les albums Section 80 et Good Kid, Mad City, c'est deux albums qui ont un bon, c'est très politique, très engagé, et Good Kid, Mad City, c'est plus introspectif. En fait, quand tu écoutes Good Kid, Mad City, tu sens encore le côté gangsta rap, donc t'as MC8 qui est en featuring, t'as un Kendrick Lamar aussi, un peu dans des parties ego trip comme sur Backstreet Freestyle. Donc tu vois, ça reste encore très gangsta rap, et puis, en 2014, ouais, et puis en 2014, quand il a sorti High, tu vois, du coup la première chanson de To Pimp Butterfly, ça a secoué tout le rap game parce que on s'attendait pas à voir ça, tu vois, c'est un joie de vivre en fait. Ouais, t'as complètement raison, et c'est ça qui est super intéressant, je trouve, avec les albums de Kendrick Lamar, c'est qu'il montre une vraie progression. En fait, pour moi, Good Kid, Mad City, c'est le premier album qu'il aurait dû sortir parce que c'est une introduction à tout ce qu'il a vécu, à tout ce qu'il est lui en tant qu'adolescent à Compton, enfin qu'il était en tout cas. En fait, cet album-là, il a commencé à l'écrire dans sa tête dès le moment où il a rappé. En fait, il a sorti en 2012, mais il a commencé à écrire les textes en 2009. Ouais. Au début de sa carrière, il avait déjà le titre, il avait déjà la cover de l'album, il avait tout. Il a juste voulu attendre un peu, parce qu'il voulait tenter des choses avant. Tu vois, si tu prends Section 80, c'est un album qui est sorti avant Good Kid, Mad City, et c'est un album qui est très varié dans ses sonorités. Exactement, très jazzy. Ouais, très jazzy, mais il est aussi quand même un peu boom bap. T'as des sonorités un peu Black Côte Est, qui empruntent aussi au jazz expérimental de Los Angeles. Enfin, il y a plein de trucs différents qui sont vraiment intéressants. Et en fait, il voulait faire cet album-là, Section 80, pour dire au monde, voilà ce que je sais faire, voilà où je peux aller, dans toutes les directions dans lesquelles je peux aller. Et après Good Kid, Mad City, je vais me présenter et je vais vous dire qui je suis et d'où je vais. Exactement. Butterfly, ça a été un album qui, Good Kid, Mad City, c'est Kendrick adolescent dans Compton. Butterfly, c'est Kendrick qui commence à découvrir le succès et toutes les mauvaises choses qui peuvent aller avec. Et Dem, c'est le succès qu'il a abattu, c'est tous les problèmes qu'il a pas réussi à résoudre, etc. Donc vraiment, t'as une vraie progression. Et ce qui est intéressant, c'est que à chaque fois, les albums sont différents et il arrive à se réinventer sur tous ces albums. Donc je pense que c'est intéressant à anecdote. Donc c'est avec tout ça, c'est pas ton artiste préféré, je me demande c'est qui. C'est plutôt mon artiste préféré. Enfin, moi après, quand je dis ça, je me fais un peu insulter. Pour moi, Good Kid, Mad City, c'est pas un album aussi légendaire qu'on peut le dire. Il y a après c'est uniquement subjectif, hein, ça c'est des points de vue personnels. Pour moi, Good Kid, Mad City, il y a des skips. Aussi, il y a des skips de Butterfly, il y a un peu moins. Section 80, pour moi, il y a des skips, Jamais Europé, il y a des skips, etc. Donc non, c'est pas mon artiste préféré. Par contre, c'est un de ceux qui m'intéresse le plus. J'aurais pas pu écrire un bouquin sur mon artiste préféré parce que je pense que j'aurais pas forcément été capable de prendre du recul. C'est ça, exactement, oui. Alors que Kendrick Lamar, en fait, même si tu l'aimes, je suis loin de pas l'aimer, hein, c'est pas du tout ça, mais même si tu l'aimes, entre guillemets,
tout ce qu'il dit sur l'Amérique, tout ce qu'il dit sur les ghettos de Los Angeles, tout ce qu'il dit sur la lutte pour la communauté noire, etc. C'est hyper intéressant. Je veux dire, tu pourrais écrire un livre entier, je pense, sur To Pimp a Butterfly. C'est vrai qu'au niveau ces albums sont conceptualisés, ces textes sont, vraiment toi tu peux chercher au niveau des thèmes, des références qu'il a, Kendrick Lamar. Et moi je trouve aussi que quand Kendrick Lamar il sort un album, tu vois, il faut vraiment prendre tout ce qu'il y a autour de l'album aussi qu'il veut mettre en place, tu vois. Il y a la communication, tu vois, par exemple les interviews qu'il fait, il en fait pas beaucoup entre deux albums, et quand il sort un album, il fait une grosse promo, tu vois. Ouais. Et il y a aussi du coup les performances live qu'il fait. Et hier, tu vois, on voyait encore la performance au Grammy Awards de 2016. Il fait All Right. Ouais, quand il fait All Right et The Black of the Berry. Et quand tu vois cette performance et tu te dis c'est je crois Bruno Mars qui avait remporté le Grammy, enfin tu te dis il y a un problème quoi, parce que le mec c'est personne, enfin cette performance est juste une bombe. En fait, la dimension visuelle de Kendrick Lamar est hyper importante. Et je pense qu'on va en parler, sachant que tu es fan de cinéma et tout. Mais que ce soit dans ses clips ou dans ses performances live, en fait, quand tu regardes ces vidéos-là, ça te permet de comprendre des choses aussi sur ses albums. Et c'est en fait que c'est aussi long et un peu dur d'écrire un bouquin sur Kendrick Lamar, parce que il faut prendre tout ça en compte, il faut agréger toutes les informations, toutes les fausses pistes qu'il donne, même dans ses vidéos. Je veux dire, une chanson comme Bitch Don't Kill, un clip comme Bitch Don't Kill My Vibe, en fait, il y a 2 ou 3 interprétations différentes possibles. Il faut essayer vraiment de prendre de la hauteur et d'essayer de mettre tout ça en relation, parce que tous les albums se répondent, tous les clips se répondent, toutes les performances live se répondent, et ça crée une somme artistique qui est assez impressionnante pour quelqu'un de son âge. Kendrick, il est né en 87, donc il a quoi, 33 ans? Il va avoir 33 ans bientôt. Il a fait beaucoup de choses, déjà. Tu penserais pas, ça c'est ce que je m'étais dit, tu vois, tu penserais pas qu'à un moment, il pourrait devenir l'artiste ultime, en fait, parce que le truc c'est que Kendrick Lamar, tu vois, la différence de beaucoup d'artistes qu'on encense qui sont devenus des légendes, bon lui, tu vois, quand il part quand il a des problèmes dépressifs, il assume, il en parle dans ses musiques, et il n'est pas tu vois, t'entends parler de sa musique, t'entends pas parler de sa vie personnelle, tu vois. Jamais. Il influence en fait, donc du coup je me dis, s'il continue à ce rythme-là, il pourrait pas devenir l'artiste ultime, tu vois. Il a eu Pulitzer Prize pour TM par exemple. Franchement, ça, je sais pas. Moi, c'est des trucs, j'aime pas trop ce genre de discussion sur les plus grands de tous les temps, les plus machins. Enfin, là, Kendrick, il a encore beaucoup de choses à prouver. Je pense que son prochain album qui devrait sortir cette année, il va encore se réinventer, il va encore dire de nouvelles choses. Donc, c'est trop tôt pour analyser son impact. Après, c'est sûr que c'est un artiste qui est hyper important pour la génération hip-hop. Je pense qu'avec Drake et Future et peut-être Young Thug, tu vois, c'est les gars des années 2010-2020 qui ont le plus d'influence. En tout cas, après, je trouve que Kendrick Lamar, tu vois, à la différence, par exemple, de Young Thug, c'est pas, ouais, là, je vois quelqu'un pose des questions. Tu peux me poser une question, Jonathan. Il y a plein de questions. D'ailleurs, on n'a pas regardé depuis le début, mais c'est cool si vous posez des questions, c'est bien. Je vais mes complètes. Donc, Jonathan, on attend ta question. Je trouve que Kendrick Lamar n'a pas eu une si grosse influence que ça en termes de sonorité sur la culture hip-hop, enfin sur le rap en tout cas. Je trouve qu'il y a pas eu de rupture. Je veux dire, Weekend Matiti, c'est un album concept qui a une sonorité de la côte ouest. C'est un album qui emprunte beaucoup au jazz, qui est hyper bien fait là-dedans. Ça avait été déjà fait, peut-être pas à ce niveau de talent, mais ça avait été déjà fait. Même, c'est un album qui est hyper bien fait aussi. Et au final, il reprend les sonorités trap de McQueen, etc., qui étaient populaires à cette époque-là, avec Atlanta, etc. Donc, je trouve pas qu'ils aient fait de rupture, et Titi non plus d'ailleurs. J-Rock, moi j'adore J-Rock, c'est mon préféré Titi, mais c'est pas révolutionnaire de soi, c'est un rappeur qui, dans ce qu'il a de plus brutal et de plus classique, du moins à ce début. Ouais. Par contre, ce qu'a fait Kendrick, c'est qu'il a réussi, je trouve, à réconcilier l'ancienne génération. Donc, dans cette génération, je veux dire les gens qui ont grandi avec Public Enemy, tous ces rap-là hyper politisés, et la nouvelle génération qui a juste envie d'écouter des sons qui tabassent sans se poser de questions. Et je trouve qu'un son comme DNA, comme Humble, comme Swimming Pool, qui est intéressant, peut être
on a vu ta question. Attends, je réponds après. Et des trucs comme Swimming Pool, en fait, ça permet de mêler le club à des messages hyper profonds. Swimming Pool, c'est une critique totale de l'alcool et de l'alcoolisme qui a précipité plein de tes proches dans les abus de l'addiction, tu vois. Et en même temps, c'est un truc qui peut tourner tout à fait en boîte de nuit où les gens boivent énormément. Donc, t'as vraiment ces deux dimensions qui sont vachement intéressantes à analyser. Mais les relations avec Tupac, ouais, j'ai un gros chapitre consacré à l'affiliation de Kendrick Lamar avec Tupac. Pour moi, en termes de vulnérabilité d'ailleurs, je pense. Le chez Michael fait un peu bugger l'audio. Oula, l'écho du live. Peut-être que si tu mets des écouteurs, mec, ça ira mieux, je sais pas. Tupac, c'est un gars. Tupac, c'est un gars qui a vraiment beaucoup influencé Kendrick Lamar. Bah, tu prends To Pimp Butterfly, c'est un poème qu'il écrit à Tupac. Donc rien que pour ça, tu te rends compte de son influence. Et même en termes de dualité, Tupac, c'est un gars qui était tout le temps en train de parler du beau et du laid, de la paix et de la violence. Et Kendrick, il fait exactement la même chose. Donc en termes de philosophie, il s'est beaucoup inspiré de Tupac. Pas forcément en termes de son, mais en termes de philosophie, ouais. Et c'est un truc que je traite beaucoup dans le livre. On parle aussi pas mal de Compton, l'album Compton sorti en 2015 de Dr. Dre. Ouais. Dans les questions? En quoi Kendrick a eu de l'influence. Je crois que quelqu'un a dit Kendrick a eu une influence sur l'album Compton de Dre. Peut-être sa présence dans l'album. Parce que je sais que quand l'album est sorti, il y avait Anderson .Paak et Kendrick Lamar qui étaient présents sur quasiment tout, enfin sur une bonne partie des morceaux. Ouais. Pour moi, ça me bien plus de la carte Kendrick. Est-ce qu'il a eu une influence sonore sur Compton? Je suis pas certain qu'il ait une influence sonore sur Compton. Par contre, il a une grosse influence en termes de posture et de philosophie. Moi, ce que j'ai vu à Compton, c'est que déjà que des gens soient de son entourage ou pas du tout, il le respecte énormément. C'est un gars qui a fait beaucoup pour sa ville, qui continue à le faire, qui retourne très régulièrement à Compton sans en parler du tout, sans faire d'opération publicitaire ou quoi. Et en fait, il a prouvé à des rappeurs de Compton, il y a énormément de rappeurs à Compton, c'est un truc de malade, tout le monde rappe, c'est un truc de fou. Il y a énormément de rappeurs à Compton et ils m'ont tous dit que Kendrick leur avait prouvé que tu pouvais venir de Compton et avoir du succès sans faire du gangsta rap. Et ça, je pense que c'est un truc qui est super important dans la carrière de Kendrick. On me dit que mon rappeur préféré est Boogie. D'ailleurs, en parlant de Boogie, je voulais te demander, tu trouves pas qu'il y a eu une petite ressemblance avec Chance the Rapper? Ça vous physique? Non, je sais pas. Il y a quelque chose sur Genius hier, j'ai vu, il y a quelqu'un qui a écrit Boogie, c'est la version améliorée de Chance the Rapper. Quand tu écoutes les albums de Chance the Rapper, c'est vrai que Boogie, c'est une version améliorée. Par contre, sans rigoler, Kendrick, par exemple, a eu une très grosse influence sur Boogie. En fait, ils viennent du même endroit, pour résumer, Compton est divisé en deux parties. T'as la partie ouest, qui est historiquement dominée par le gang des Pyros, et la partie est qui est dominée par le gang des Crips. Et Kendrick vient de la partie ouest, donc la partie Pyros. Et Boogie a grandi à 1 kilomètre de chez Kendrick. C'est un gars qui le regardait en fait, parce que Boogie est plus jeune, on commence à rapper après Kendrick, et ça a été un modèle pour lui. Et Boogie a un peu la même posture que Kendrick Lamar quand tu réfléchis. C'est, tu vois la pochette de son premier album chez Shady Records où il porte un cercueil avec plusieurs personnes qui sont habillées en rouge comme la couleur rouge blood. Ouais. Et en fait, rien qu'avec ça, tu comprends ce qu'il veut dire. En fait, il dit qu'il va dans un environnement qui a été infesté par les gangs, mais il va dire aussi que cet environnement-là, il va pas le glorifier. Il va dire ça a contribué à tuer mes amis. Et c'est un peu ce que Kendrick raconte aussi dans Sing About Me, dans ses chansons comme ça. Et je trouve que vraiment ces deux gars-là, ils incarnent vraiment une nouvelle génération de rappeurs de Compton qui dépassent totalement le gangsta rap. Et en ça, ils ont une grosse influence sur Compton. Et puis même tous les messages que Kendrick Lamar dit par rapport au fait, d'afficher ses sentiments ou quand t'es en dépression ou de ne pas avoir honte quand tu pleures en fait. The Game l'avait déjà fait en 2008 sur My Life, tu vois, où il disait voilà
il y a des brutalités policières et il y a aucun rappeur qui se mobilise pour critiquer qu'est-ce qui se passe. Donc tu vois, il pleure lors d'une interview. Et c'est vrai que dans ces quartiers-là, tu vois, les gangs, c'est quelque chose qui est interdit en fait. Tu vois, un homme doit pas montrer ses sentiments. Et ce qu'il dit, c'est que au final, quand il rentre chez lui le soir, il pleure par rapport à la perte de son père qui est mort, etc. quoi. C'est ça. Après, qu'est-ce que je voulais dire Est-ce que j'ai été déconcentré par une question de pourquoi Compton Heavy n'a jamais décollé pas. Compton Heavy, il est quand même ça fait pas si longtemps que ça qu'il rappe. Il a quand même un gros succès underground. Compton Heavy, c'est un rappeur de Compton. C'est vrai qu'il a pas encore explosé au niveau international, mais ouais, non, c'est un rappeur qui est prometteur. Après, je pense que c'est le genre de personne qui a un peu un plafond de verre. Je le vois pas trop faire autre chose que des gangsta rap. Après, j'espère me tromper. Désolé, je t'ai coupé, Michael. C'est difficile de suivre les questions avec. Il y a quelqu'un qui avait demandé si tu allais parler de Corrupt dans l'album. Ouais, grosse influence de Corrupt sur Kendrick Lamar. En fait, si tu veux, avant de faire ce bouquin-là, j'ai lu beaucoup de choses. J'ai relu plutôt beaucoup de choses sur l'histoire de la culture hip-hop, l'histoire du rap de la côte ouest, parce que je voulais replacer Kendrick aussi un peu dans cette tradition-là. Hein, c'est important. Et Corrupt, effectivement, ça a été peut-être la plus grosse influence en termes de rap pour Kendrick Lamar. Tant Tupac c'était plus philosophique, autant que Corrupt c'était vraiment une influence sur le kickage. Ouais, sur la façon dont il pose ses mots, sur son flow, etc. Donc ouais, Corrupt, grosse influence, notamment son son Calling Out Names, qui a inspiré Kendrick pour faire Control, le fameux couplet et l'Apocalypse qui est sorti. Le King of New York. Ouais, c'est ça. Et d'ailleurs, il y a un moment charnière dans la carrière de Kendrick Lamar, c'est quand The Game lui passe la torche de la côte ouest. En 2011. Ouais, en 2011, ça. Bien. Bravo. Ouais, c'est vraiment c'est un moment classique. Il y avait Corrupt à ce moment-là, ouais. Il y avait Corrupt à ce moment-là, il est tombé en pleurs dans ses bras, ce qui prouve bien vraiment la finition des deux. Ouais, donc Corrupt, grosse influence. Je parle aussi beaucoup de Ice Cube. Pour moi, c'est un mec qui a beaucoup influencé, pour moi, surtout pour Kendrick, hein. Je vais pas aborder quoi que ce soit, mais c'est un mec qui a beaucoup influencé Kendrick aussi. Donc, peut-être aussi pour le côté religieux, Ice Cube parlait beaucoup de la Nation of Islam, etc. Kendrick, on sait qu'il est proche de cette organisation-là aussi. Donc, ouais, je parle de Corrupt, Ice Cube, Tupac, ça, ouais. Ok, d'accord. Là, on nous dit c'était un moment légendaire. Bah ouais, t'avais Snoop Dogg, t'avais tout le TDE. Il y a même Talib Kweli et Mos Def ce moment-là, en 2011. Et Big Sean aussi, il y avait Big Sean, ouais. Tout ça depuis des gradins. Donc c'est un moment charnière et ça a prouvé à TDE que la côte ouest en fait assurait ses arrières au final. Exactement. Mais qu'ils allaient dans la bonne direction, si les gars qu'ils admiraient, qu'ils avaient suivi toute leur vie, leur disaient qu'ils faisaient les choses de la bonne manière. Ouais, parce qu'après aussi, tu vois, tu parlais du retour en force de la côte ouest, mais c'est vrai qu'il y avait le déclin de The Game entre 2005 et juste après Doctor's Advocate, tu vois. Et puis c'est surtout le sud en fait qui a totalement dominé le rap game. En fait, je pense que l'avantage aussi de TDE au même titre que par exemple Odd Future avec Tyler the Creator, tu vois, c'est qu'en fait, c'est vraiment des groupes de potes qui sont réunis comme ça à Los Angeles pour dire nous on va juste kicker et on va s'affranchir en fait du côté la sonorité G-Funk, Gangsta Rap, Lowrider et tout ça. Les résultats des courses, tu regardes tous les membres du TDE, Absol, tu vois, il vient de la côte ouest, mais il a une liberté de choix artistique, de concept, tu vois, qui fait que tu le retrouves sur, même regarde la compile de GTA 5, tu vois, tu retrouves au moins 3 morceaux d'Absol. Quand tu les écoutes, tu vois, ça sonne pas genre MC8 ou des rappeurs comme ça, mais ça fait West Coast quand même. Mais t'as complètement raison, et c'est intéressant que tu parles de Hot Future d'ailleurs, parce que c'est effectivement un groupe de potes qui ont émergé à peu près au même moment que TDE. Et pour moi, ces gars-là, comme TDE, ils représentent la diversité énorme de la scène de Los Angeles. Parce qu'on a souvent résumé Los Angeles à d'abord une ville qui était versée dans l'électro au tout début, et après on l'a associé au gangsta rap effectivement parce que voilà, NWA, parce que Dr. Dre, etc. Mais en fait c'est aussi une ville où il y a des labels comme Stone's Throw qui sont des labels indépendants underground qui font des choses hyper expérimentales. C'est une ville où il y a eu beaucoup de jazz, notamment à Lemet Park qui était un quartier qui est tout proche de Compton, où t'as Kamasi Washington qui jouait, t'as tous les gars qui partaient battre une Butterfly. En gros les jazzman ils venaient presque tous de Lemet Park, et t'avais une scène de hip-hop jazz en fait, je sais pas si c'est le bon terme, mais qui s'est créé là-bas, qui se réunissait dans ces quartiers de Lemet Park, de South Central, etc., qui jouaient ensemble.
Et tout ça, en fait, je trouve que ça se retrouve dans Odd Future et TD, où chez eux, en fait, leur objectif, c'est de faire de la musique qui leur correspond et qui puisse partir dans toutes les directions possibles sans s'interdire quoi que ce soit parce que tu viens d'une zone géographique. Pour eux, ça n'a pas de sens. Pour eux, la musique, elle doit se ressentir et se faire au moment où tu as envie de le faire. Et je trouve que vraiment, ces deux groupes-là, tu regardes les derniers albums de Tyler, The Creator, ça passe que rien de hip-hop par moment. Exactement, ouais. Et ça, c'est vachement intéressant. Et c'est aussi ce que j'ai voulu dire dans mon bouquin, c'est que Kendrick Lamar, en fait, il est capable de partir dans toutes les directions. Et ce qui fait la force de Kendrick Lamar, c'est que je trouve qu'il fait, pour l'instant, en tout cas, tout plutôt bien. Il est quasiment sans faute, ouais. Ouais, il est capable de poser sur des gros beats hyper trap, type DNA, Humble, qui tabasse vraiment. Il est capable de faire un son hyper introspectif comme Sing About Me, comme Bitch Don't Kill My Vibe. Et ça fonctionne très bien parce qu'il réussit à changer de flow, il réussit à changer de texte, il réussit à changer de géographie, ouais, c'est vrai. Il réussit à changer de sonorité pour s'adapter à n'importe quoi. Et je trouve que c'est aussi ça qui lui permet de perdurer. Tu sais, je trouve qu'en ce moment, l'autre grosse superstar qui a évolué en parallèle, c'est Drake. Je trouve que Drake, on a l'impression qu'il est en train de stagner. Qu'il a du mal à faire autre chose que ce qu'il a toujours fait. Il le fait très bien et il ne s'agit pas de critiquer Drake. Mais je trouve que si tu prends les deux artistes et que tu les mets côte à côte, Kendrick, il a réussi à prouver qu'il pouvait aller dans plus de directions différentes. Ouais, parce que moi, ce que je trouve appréciable quand même chez Drake, c'est malgré tout ce qu'on peut lui reprocher par rapport au fait que tu vois, il mélange le R&B, le rap, il a des crises identitaires, et puis toutes les polémiques qu'il y a après son bif avec Pusha T, tu vois. C'est qu'en fait, si tu regardes bien, Drake, il a toujours été pareil depuis le début. Il a jamais cherché à, tu vois, c'était Take Care jusqu'à maintenant Scorpion, ça a toujours été, il chante, il rappe. Et là, il a sorti son dernier coup marketing, là, la musique TikTok, là, tu vois. Tu vois vraiment le mec, il assume totalement, en fait, tu vois. Ouais, mais c'est très bien, hein. Moi, j'écoute Drake, j'ai pas de problème avec Drake. C'est juste que pour moi, on compare souvent Kendrick et Drake. Pour moi, c'est pas vraiment comparable en termes de musique, non. Ouais, pour moi, c'est pas du tout pareil. C'est tout. C'est pas du tout pareil, c'est vrai. Mais je pense que dans le débat, c'est quand même, c'est recevable si les gens, se disent est-ce qu'il y a un top 3, Drake, Kendrick, J. Cole. C'est les deux gars. Et puis Drake, il faut savoir qu'il a joué il a eu une grosse importance dans la carrière de Kendrick, hein. C'est lui qui l'a emmené, je crois que c'était le tour de la tournée de Take Care. Il l'a emmené avec lui en première partie et ça a permis à Kendrick de développer son audience, d'aller jouer devant des gens qu'il aurait peut-être pas forcément pu atteindre autrement. Et c'est ce qui a permis aussi à Section 80 d'avoir, il a pas fait des énormes chiffres de vente, ça n'a pas eu une énorme répercussion commerciale. Il y a eu un gros boost, sur le groupe. Mais il y a eu ouais, voilà, c'est sûr que entre Section 80 et Good Masty, il y a eu un fossé énorme, mais Section 80 a quand même eu un joli buzz auprès des amateurs de rap. Et je pense que c'est aussi Drake, en emmenant Kendrick en tournée, qui a permis aussi pour que c'est le plus ouvert, ouais. Donc on les oppose souvent, mais en fait après il y a eu des soi-disant bifs, etc. Bon ça tu vois, ça c'est un truc que j'ai pas eu envie d'en parler. J'ai pas eu envie de parler des bifs de Kendrick avec Drake et Big Sean, etc. Ça m'intéressait pas, tu vois. Il y a déjà eu plein de choses qui ont été dites. En plus c'est des supposées attaques. J'ai dû faire des choix dans mon bouquin et j'ai essayé d'approcher le sujet avec un angle qui avait jamais été fait et en disant des choses qui étaient pas connues tous, tu vois. Ça m'intéressait pas de lister les récompenses de Kendrick au Grammy. Si quelqu'un les veut, il tape sur Wikipédia, il va les chercher, ou les chiffres de vente, etc. Je voulais vraiment avoir une approche un peu différente, un peu parallèle, pour que ça sorte des biographies qu'on peut parfois lire qui sont un peu scolaires avec une liste de faits, voilà. Je voulais pas dire en 2011 voilà, le côté un peu Wikipédia, ouais. C'est en 2013 Kendrick sort Control et puis voilà, Big Sean le prend mal. Enfin, tu vois, je trouvais que c'était un peu chiant. Après, c'est un parti pris. Je sais pas si c'est bon ou pas. En tout cas, c'est ce que j'ai voulu faire. D'ailleurs, il y a un livre, il me semble, qui sort. Il y aura une des premières biographies de Kendrick Lamar qui va sortir en octobre. En plus, en même temps que toi ici aux États-Unis. Il s'appelle Marcus J. Moore. J'ai eu beaucoup discuté avec lui. C'est un mec super, un gros journaliste américain. Qui sort effectivement un bouquin sur Kendrick Lamar. Alors lui, d'après ce que j'ai compris de ce qu'il m'a dit, ce sera vraiment différent de moi parce qu'il se centre beaucoup sur To Pimp a Butterfly et sur le jazz parce que c'est un grand fan de jazz et que sur cet album-là, effectivement, Kendrick fait beaucoup de jazz. Donc il va beaucoup se centrer là-dessus. Ce sera un bouquin qui sera pas très long, il fait 240 pages. C'est pas très long.
Non, mais pas très long pour résumer une vie. Je trouve que c'est pas énorme non plus. Donc ouais, il sortira un mois après le mien en octobre normalement, et je pense que ça va être super aussi. Et ce sera une chose totalement différente de la mienne, d'après ce qu'il m'a dit. Ok, d'accord. Bah, c'est cool, hein. Bah, en tout cas, j'espère que, j'invite les personnes qui sont en direct sur le live, on est 33, c'est pas mal. J'invite les personnes à aller sur le site internet de Nicolas pour regarder, du coup, tout ce qu'il a fait auparavant et, s'informer aussi, suivez-le sur Insta, Facebook. Mais juste, tu vois. Pour revenir sur Marcus J. Moore, ce qui m'a rassuré entre guillemets, parce qu'il faut savoir que moi j'ai pas eu du tout accès à qui que ce soit de TDI pendant le bouquin, dans le sens où il laisse absolument entrer personne dans leur espèce de forteresse. Et lui, Marcus J. Moore, qui est un très très gros journaliste américain, il a travaillé pour Pitchfork, pour Bandcamp, pour le Times, je crois, enfin un truc, il connaît tout le monde. Et ben lui non plus, il a absolument pas du tout réussi à les avoir. Non, et en fait il a fait la même chose que moi, il est passé par des chemins un petit peu détournés pour avoir les mêmes infos qu'on aurait pu avoir en les interviewant, mais via les membres de l'entourage, via des collaborateurs, etc. Donc quand j'ai parlé avec lui, je me suis dit le gars, vu qu'il connaît tout le monde, il a dû avoir accès, limite il a passé 2 semaines chez Kendrick avec sa famille, et puis il va sortir un truc. En fait, c'est pas du tout le cas, il a eu accès à personne non plus. Je pense que c'est intéressant aussi parce que je suis assez content de pas avoir réussi à les contacter, malgré mes 3000, je pense que je suis banni chez tout TDI là. Ils ne doivent plus en pouvoir de moi. T'envoyer des messages de partout. Envoyer des messages de partout, Twitter, Instagram, mail, moi 34 par jour à tout le monde. Et pas eu de réponse. Et donc ça, je me dis que c'est peut-être aussi cool dans le sens où ça m'a forcé à chercher énormément et à aller voir des gens que personne connaît, mais qui ont été importants dans la vie de ces acteurs-là. Si j'avais eu Kendrick et J-Rock ou Schoolboy Q en interview, je pense que ça n'aurait pas été pareil. Donc au final, je pense que c'est un mal pour un bien. Ouais. En France, il y a eu Raphaël Dacruz qui a eu une interview avec J-Rock. Ouais, en fait, si tu veux, je dis qu'ils sont pas accessibles, c'est à moitié vrai, ils sont accessibles quand ils font des opérations de promo. Voilà, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure aussi pour l'album, c'est la communication. Ouais. Et par contre, si tu veux leur parler en dehors de l'album pour lequel ils font leur promo, si c'est un projet annexe comme le mien, par exemple, qui est pas lié à une utilité quelconque, ils cassent pas l'accès en fait. Et c'est compliqué. C'est vrai que le problème de TD aussi, c'est qu'il y a eu pas mal de polémiques aussi par rapport à, les sorties d'albums qu'on repoussait. Il y avait notamment CZ qui avait eu un problème avec son album qui devait sortir et ils l'ont repoussé. Et après, elle voulait pas le sortir tout de suite et eux, ils l'ont quand même sorti. Donc tu vois, je pense qu'il y a aussi pas mal au niveau de la communication, ils bloquent tout. Ils sont un peu débordés, ouais. J'ai vu un article qui disait peut-être qu'il y a quelqu'un qui se posait la question de est-ce que TD serait le label le plus mal managé de toute l'histoire. Non, au contraire, je pense qu'ils sont hyper bien managés et qu'ils sont hyper intelligents dans leur manière de faire les choses. À l'heure de la surmédiatisation, en fait, Kendrick Lamar, il n'existe pas. Tu sais, le gars, il ne poste absolument rien sur les réseaux sociaux et du coup, quand il poste quelque chose, en fait, ça a un impact monumental. Je me rappelle, le gars, il a changé sa bannière Twitter, il a mis tout en noir. Le monde s'est excité, putain, on va avoir un nouveau The Heart, l'album sort et tout. Rien du tout. Et donc je pense qu'ils sont hyper bien managés de manière très 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 intelligente. Et l'anecdote qui est drôle, c'est que en fait je dis que j'ai pas eu accès à des gens de TDI, c'est faux. J'ai eu accès à 3 ou 4 personnes de TDI, mais qui étaient des stagiaires, parce que tu sais, je les piste aussi sur LinkedIn. Enfin, j'étais un peu en mode psychopathe pendant la rédaction de ce livre. Je pistais toutes les personnes que je pouvais et en fait des fois t'as accès à des gens qui disent c'est cool et tout, je suis chaud pour te parler. Je vais quand même aller voir avec le management si je peux te dire quoi que ce soit. Et en fait après ils disparaissent. T'as plus aucune nouvelle d'eux parce qu'ils ont dû demander et dire non, tu lui parles pas, tu parles à personne. Donc qu'est-ce qu'il dit? J'ai sur une liste d'après mes infos. Une interview de J-Rock s'est mal passé je sais pas, j'ai pas eu vent de ça, mais pourquoi pas. Ça a bloqué toute la promo. Ouais, non, ils sont très bien managés et tout est verrouillé. Top Dog, c'est un gars qui... Et lui aussi, c'est un peu un espèce de fond. Enfin, il y a son ombre qui plane au-dessus de tous les artistes. C'est un peu le padré. C'est pour ça que quand on compare TDI à Death Row, je suis pas entièrement d'accord avec ça parce que... Suge Knight, il était vraiment mis en avant. Suge Knight, tout autant que Snoop Dogg et Tupac. C'était un personnage à part entière. T'as 100% raison, alors que Top Dogg, il est à l'opposé total de ça. Lui, il est dans l'ombre, il le dit lui-même. Il dit, je me sacrifie pour mes artistes. C'est pas moi l'important, c'est mes artistes.
C'est dingue quand même. Hein. C'est pour ça que je te dis que c'est fou quand même ce label TDI parce que toute leur j'ai l'impression tu vois les artistes qui vont rentrer à l'intérieur de TDI, tout le processus de Anthony Tift qui va dire OK, on va signer Lance Skywalker chez TDI, ça veut dire que Lance Skywalker, il y a vraiment quelque chose de particulier qui fait que Anthony Top Dog il a dit OK on signe, tu vois. En fait, ils cherchent des artistes qui ont d'abord une éthique de travail énorme. Et des artistes qui ont quelque chose d'original et qui peuvent se démarquer. C'est Sandro qui disait ça, c'est que en fait il laisse mariner un peu l'artiste pendant quelques mois, il regarde un peu comme il travaille et après si j'estime qu'il est assez bon pour être sous TDI, c'est pas forcément une question de talent, c'est une question vraiment d'éthique de travail et de savoir si tu vas pouvoir passer des nuits en studio à essayer de faire les meilleurs sons possibles. Un mec comme Reason là, donc une des dernières signatures de TDI, qui est un gars que je trouve, tu m'entends, ouais, qui est un gars que je trouve hyper talentueux, c'est un gars qui a des gros bosseurs et là son album ça fait peut-être un an qu'il devait sortir, tu vois, il continue à le bosser. Il y a ses clips qui sortent, il y a ses interviews, il y a rien qui sort, ouais, donc très perfectionniste. Là, tu vois par exemple lui quand il a passé une sorte d'entretien pour signer chez TDI, il arrive dans le studio dans le bureau de Top Dog, il met la musique en route. Pendant 3 quarts d'heure, Top Dog, il a rien dit du tout, il a à peine bougé la tête, il était sur son téléphone à parler à je sais pas qui. Reason, il sort, il a bougé la tête sur un son, Reason sort, et quelques semaines après, en fait, il est appelé alors qu'il pensait jamais être appelé. Il disait, ça a pas marché, c'est un truc qui a pas fonctionné, et c'est un peu illustrateur, je sais pas si c'est un bon mot, mais c'est un peu la métaphore de l'attitude de Top Dog, qui est un gars qui est très discret, qui laisse rien transparaître, mais qui bosse comme un malade, un peu comme tous ces artistes. Kendrick c'est pareil, J-Rock c'est pareil. C'est des gars de la rue, enfin J-Rock et Top Dog c'est des gars de la rue, ils sont... J-Rock a sa casquette rouge baissée sur la tête et puis sur les yeux et qui soit sur les tapis rouges des Grammy ou dans les Dickerson Gardens Awards, le mec il est habillé pareil. Je trouve que c'est aussi révélateur de cette espèce d'authenticité en tout cas qu'ils essayent de transmettre. Après je sais pas si c'est 100% véridique, mais en tout cas ils ont comme ça. Du coup, tu vois aussi, tu parlais de Death Row avant de répondre aux questions des personnes là. Est-ce que tu pourrais, si on devait comparer par exemple Aftermath à TDI, tu vois, parce que tu vois typiquement Dr. Dre, il a une forme d'immunité en fait, ce mec qui fait que si tu le critiques, voilà. Alors qu'il y a de quoi critiquer, tu vois, avec Dr. Dre. Et tu vois, lui, par exemple, tu vois, le nombre d'artistes, tu vois, il récupérait des artistes comme ça, genre Rakim, on le récupère, on va sortir un album, je crois que c'est Oh My God, il devait sortir, Oh My God, il n'est pas sorti, tu vois. Ils ont ruiné la carrière de Truth Hurts. Il y avait aussi Bishop Lamont, voilà, Bishop Lamont qui est rien du tout. Donc alors que tu vois qu'Anthony Tiff Dog, tu vois, quand même c'est différent, ouais. Et d'ailleurs, il y a eu beaucoup d'inquiétudes quand Kendrick a signé quand il a été annoncé que TDI faisait une joint venture avec Aftermath. Et on savait que Kendrick avait intégré le processus d'enregistrement de Detox. Il y a des gens qui en dessinent pas sur Aftermath. Là, les gens se sont dit, il va nous faire une nouvelle Schubert ou un nouveau Rakim ou quoi. Et en fait, il s'est passé le contraire. Et quand tu regardes, c'est intéressant. J'en parle beaucoup de ça aussi, de la relation de Dr. Dre avec Kendrick. Pas seulement en termes de musique, mais aussi en termes de cinéma. Et d'ailleurs ça je pense qu'on va en parler peut-être après. Ouais. D'ailleurs les lives je crois qu'il dure 1 heure donc il faut qu'on fasse gaffe au truc. C'est quoi, ça coupe et on faut remettre après, c'est ça? Ouais, c'est ça. Et qu'est-ce que je voulais dire? On s'est dit en fait il y a aucune Dr. Dre en fait il a pas une si grosse influence que ça sur Kendrick Lamar dans le sens où il l'a pas produit en fait. Il était là en studio avec lui, il conseillait notamment beaucoup l'ingénieur du son, donc Mix by Ali, Derek Ali, sur les effets de reverb, des trucs comme ça. Mais il a jamais vraiment mis la main à la pâte sur un album de TDI. Et je pense que ça dit beaucoup de choses sur Kendrick Lamar. Il y a un son où il dit tout le monde, en gros, il dit tout le monde pensait que j'étais arrivé au sommet quand j'ai signé avec Dr. Dre. Il m'a donné que dalle. S'il me tendait la main, je lui arracherais le bras. Donc, je crois que Section 80 ou pas, je retrouve, je l'ai écrit. Et je trouve que ça prouve aussi que le gars tient son indépendance, que quand TDI est signé chez Aftermath, c'était aussi après avoir une très très grosse désillusion avec J-Rock sur Warner Bros. La signature Warner Bros. Passé et Top Dog il a mis les choses au clair, il a dit écoute Dre je te respecte, tout le monde te respecte ici, t'es un des plus grands de notre époque quoi, mais par contre ici on fait les choses différemment
et je veux que mon label reste indépendant. Tu vas nous aider, mais je veux pas que tu nous contraignes trop à faire des trucs. Nous, on fait notre truc. Si t'es ok avec ça, tu roules avec nous, et sinon, on prend une autre direction. Ouais, c'est pour ça qu'en fait, il est surtout producteur exécutif, mais derrière, il apparaît sur Compton, sur la prod de Just Blaze, mais après, tout au long des autres albums, il y avait une interview, c'était sur Big Boy TV, pour la sortie de l'album Compton, où Big Boy lui demandait, alors ça se passe comment ce To Pimp a Butterfly? Et Dre, il a dit, c'est un truc de fou cet album, tu vois. Tu sens vraiment que Dre, il a laissé faire Kendrick, c'était le chef d'orchestre, tout dit, et également, tu vois. Et puis le symbole de ça, c'est sur The Pimp Butterfly, justement, quand t'as Dre qui arrive sur une interlude et qui dit à Kendrick, tu te rappelles quand t'es arrivé chez moi, tu m'as dit que tu voulais avoir la même situation. The hardest part is to keep it. Ouais, c'est ça. Le plus dur, c'est de le garder, motherfucker, tu vois. Et en fait, Dre, il produit pas, il dit juste ça, une espèce de grand sage. Et ça montre aussi qu'il a joué un rôle de mentor pour Kendrick, pas forcément en termes de son, mais en termes de philosophie, encore une fois, comme Tupac avait pu faire sans Kendrick le rencontre. Exactement, éthique de travail, ouais. C'est ça. Et là, du coup, il reste 5 minutes avant que ça coupe pour le deuxième live. Ouais, ça fait 55 minutes, ouais. Du coup, on va parler 5 minutes avant de rebondir après, je remettrai. Ah oui, on va poser aux questions. Donc, The Speedful Chant, gros morceau c'était avec Schoolboy Q sur Section 80. Ouais. Tu sais, j'ai réécouté l'album, et en fait, je me disais, mais pourquoi il n'y a pas The Speedful Chant? Et j'avais oublié qu'en fait, ce morceau, il était clearé de toutes les plateformes de streaming depuis l'année dernière. Ouais, de Spotify, ils ont tout enlevé parce qu'il y a eu un problème par rapport au sample. En fait, Kendrick Lamar, tu sais, le début de la musique. Ouais. Toute la partie, tout le début de la musique, en fait, ça a été samplé d'un groupe français d'ailleurs, il me semble. Okay. Et en fait, ce qui était bizarre, c'est qu'ils ont attendu, genre, je sais pas combien d'années avant de dire non, on veut récupérer nos droits, quoi. Donc, du coup, le morceau, ça m'étonne pas, parce qu'il y a eu plein de problèmes de sampling, de plagiat, j'en parle un peu, j'en parle pas mal dans mon bouquin aussi. Il y a des artistes qui ont attaqué, après les procès pour sampling, c'est pas du tout c'est pas nouveau dans l'histoire du hip-hop, mais je trouve que le fait que Kendrick se prenne pas mal de procès pour plagiat, et pas seulement en termes de sample, il y a aussi une artiste qui a dit que dans la vidéo de All the Stars, c'est All the Stars, ouais, je crois que c'est All the Stars, les formes géométriques là, dorées, c'était un truc qui avait été plagié d'une de ses œuvres. Il y a un photographe qui dit que Kendrick que TDE a plagié une de ses photos pour illustrer la cover de The Blacker the Berry. Il y a eu pas mal d'histoires comme ça, et je trouve que même si c'est pas nouveau dans l'histoire de l'industrie musicale, ça entache un petit peu sa réputation d'artiste qui est novateur, et du coup j'essaie d'en parler un peu, et je pense que c'est qui pourrait être intéressant. Ouais. Okay. Là, on a Ralph 8 qui cite Westlife Theory. C'est vrai que c'était un morceau qui commence tout c'était là où il y a Dre. Gros morceau. Quel est votre morceau préféré? Pourquoi? Je te laisse. Est-ce que tu as un morceau préféré comme ça? Wow, c'est chaud ça. Mon morceau préféré de Kendrick, je dirais Sing About Me. Okay. Ou Black Boy Fly. Ah, le bonus track? Le bonus track de Good Mad City. Pour moi, ça résume toute sa posture et toute sa carrière. Je pourrais dire aussi ça, vu que dans le deuxième couplet, il parle de The Game. Mais moi, c'est DNA, mon morceau préféré de Kendrick Lamar. Je trouve que c'est son morceau, en fait, qui, quand il sort avec Dem, ça résume vraiment toute la capacité du mec à rapper, tu vois. Sur n'importe quel type de prod, en fait. C'est une démonstration. On dit Mike Will Medit, les gens, ils disent, il va nous faire un morceau à c'était Miley Cyrus, je crois, il avait travaillé avec Miley Cyrus, Mike Will Medit. Non, oui, pardon. Ouais. Et du coup, tu vois, Humble et DNA, c'est parti. Donc du coup, tout à l'heure, on parlait des morceaux préférés. Donc avant de commencer, du coup, à parler du visuel, de l'aspect cinématographique, artistique autour de Kendrick Lamar. Un autre morceau, donc tu disais que You c'était ton morceau, un de tes morceaux. C'est un de mes morceaux préférés de Kendrick. Ouais, c'est vrai qu'il est vraiment. Il est dur ce morceau. On parle de sa dépression, tu sens qu'il boit, etc. Donc non, c'est un morceau qui est dur, c'est un morceau qui est beau, qui est hyper bien écrit. Et c'est vraiment un titre qui m'a marqué. Moi, quand j'ai écouté To Pimp a Butterfly, ce titre-là, plus que tous les autres, je me suis dit waouh. Ouais. D'ailleurs, l'affiliation avec Eminem, elle est assez évidente sur ce morceau aussi.
Ouais, par développement de personnalité. Et la voix aussi qu'il prend aussi sur les morceaux. Ouais, cet aspect paranoïaque, c'est vrai que c'est beaucoup inspiré d'Eminem, hein. Ça a été un gars qu'il a pris pour modèle aussi, au début de sa carrière. Donc, je trouve sur ce morceau-là, cette affiliation avec Eminem, elle est intéressante à analyser aussi. Ouais. Eminem, Redman aussi, sur What is the Dark Side, là, il avait vraiment, tu vois, tous ces personnages, tout ce côté très sombre, très introspectif aussi, ouais. C'est un truc qui est très prégnant dans la carrière de Kendrick Lamar, c'est une espèce de dédoublement de personnalité permanente qu'il fait via des modulations de voix, des choses comme ça. En dehors de Kendrick, quel est pour vous l'artiste le plus intéressant des 4 Black Hippie et pourquoi? C'est complexe, ils sont tellement différents, tu vois. J-Rock, pour moi, tu vois, J-Rock, c'est le rappeur, j'ai l'impression, ce mec, il a pas du tout changé en 15 ans. Lui, tu vois, typiquement, je pense, si on l'interview, quand il aura 50 ans, il aura la même tête. C'est possible. Donc, J-Rock, c'est vraiment le mec, si tu veux du gangsta rap pur et dur, du coup, tu regardes J-Rock. Si tu veux un côté un peu plus festif et en même temps aussi, gangster à la Scarface, un peu scénarisé, c'est Schoolboy Q, en fait. Et puis, si tu veux, tous les délires de conspiration, Illuminati, Absol. Ouais, Absol, quel est ton angle d'attaque pour ton bouquin? Ok, je réponds juste après. Moi, le test le plus intéressant, pour moi, c'est Kendrick. Après, t'as Absol, parce que si on dit Kendrick, que ses albums sont compliqués à analyser, Absol, c'est encore pire, je pense, ou encore mieux. Moi, j'adore Absol, c'est un de mes artistes préférés aussi. Je ferais peut-être même Absol à Kendrick. Et après, mon artiste préféré d'un point de vue subjectif, c'est J-Rock. J-Rock, c'est effectivement un gars qui a pas changé. Je suis allé dans les Nickerson Gardens à Watts, dans son quartier. Le gars, c'est une légende là-bas. C'est une vraie légende. Il est hyper respecté. Et comme Kendrick, il y va tout le temps. Là, pour son anniversaire, il y a une semaine, il était dans les Nickerson Gardens, quoi. C'est un gars qui est hyper riche et il retourne c'est quand même autant Compton, ça commence à s'améliorer au niveau de la situation économique, etc. Autant Watts, et notamment les Nickerson Gardens, c'est quand même assez compliqué encore. D'accord. T'as notamment c'est depuis, ça fait 5 ans à peu près que tous les Noëls, ils viennent pour faire leur concert, là. Leur concert au Nickerson Garden. Ouais, c'est ça. Donc c'est là-bas, effectivement. Donc je suis allé là-bas aussi pour mon bouquin. Parce que dans ce livre-là, je parle beaucoup de Kendrick, mais je parle aussi beaucoup de J-Rock et Top Dog, parce que c'est là-bas que tout a commencé. Ouais. Vas-y. Il y a d'ailleurs un documentaire intéressant à regarder, je vous conseille, c'est chez Redemption. C'est du coup le documentaire qui a accompagné son album, où ça retrace en 3 épisodes le parcours de J-Rock. En fait, tu vois tous les images d'archives de l'époque avant du coup 2010 où J-Rock et Kendrick Lamar, ils étaient en tournée sur LAX Tour, ils sont partis voir Lil Wayne aussi. Et c'est super intéressant de voir l'évolution de J-Rock. Ouais. C'est vrai. Quelqu'un m'a demandé quel est mon angle d'attaque pour ce livre. C'est une très bonne question. En fait, avant de commencer à l'écrire, je me suis demandé si moi, qui aime la musique de Kendrick Lamar, arrivais dans une librairie et voyais un bouquin sur Kendrick Lamar, et je me suis demandé ce que j'aurais eu envie d'y lire. Et je me suis dit que j'aurais envie de lire une histoire différente de celle qu'on a l'habitude de raconter. J'aurais aimé avoir un mix entre des éléments biographiques et des éléments d'analyse, parce que je pense que c'est intéressant d'analyser les albums de Kendrick Lamar, surtout pour des gens qui sont pas, en tout cas moi je suis pas totalement bilingue, des gens qui sont pas forcément toujours capables de comprendre les paroles immédiatement quand ils les reçoivent. Je pense que c'est intéressant de s'attarder sur les textes, toutes les métaphores qu'ils donnent, tous les sujets dont ils traitent. Donc je voulais vraiment avoir ce mix entre biographie et analyse, et aussi je voulais pas faire un truc linéaire, comme j'ai dit tout à l'heure, avec un enchaînement de dates et de faits. Je voulais avoir une approche par thème, pour pouvoir mettre en relation des albums. Par exemple, je parle de Section 80 et de Dem. Pour moi, c'est des albums qui se rassemblent beaucoup, de par leur texture instrumentale, de par les textes, etc. Et du coup, je voulais vraiment arriver par une approche thématique pour pouvoir faire des allers-retours dans le temps et aussi sortir un peu d'une structure trop Wikipédia, quoi. Donc vraiment, j'ai essayé de faire ça. Après, je sais pas si j'ai réussi à le faire, j'espère. En tout cas, moi, je me suis éclaté à le faire. Et j'ai essayé de faire aussi des parties romancées, parce que je trouve que c'est cool aussi, de sortir vraiment du cadre biographique, donc des choses beaucoup plus écrites, qui sont plus immersive, je pense. Donc j'ai vraiment essayé d'allier un peu tout ça. Ok, bon, ça a l'air super intéressant. On a hâte de lire ce livre. Est-ce qu'il y aura des photos, la photographie dans... Non, l'éditeur fait pas ça.
Il y aura pas de photos. Par contre, comme je te disais, on a fait un reportage avec Julien Cadena qui va sortir bientôt avec plein de photos de Compton et de rappeurs, d'activistes, etc. Donc, c'est cette dimension photo qui sera accessible gratuitement en ligne. Normalement, avant la sortie du bouquin, ça fera une sorte de bonus track, un livre que je peux mettre dans le bouquin et qui sera disponible comme ça. Ok, d'accord. Super intéressant. Donc du coup, donc le livre. Maintenant, on va parler du coup, comme je t'ai dit, de l'aspect visuel et cinématographique. Ouais. Juste avant, quand même, un retour en perspective dans le rap. Avant de commencer à percer vraiment les artistes, ils se font connaître en fait localement avec les mixtapes et également les freestyles. Donc, il y a notamment un freestyle de Kendrick Lamar là qui rappe dans son lycée avec ses potes, il est en mode cypher. Et après, du coup, t'as la partie faire des clips. Et je trouve que dans le cas de TDE, tu vois, il y a vraiment un avant et après. Donc un avant dans le sens où Kendrick Lamar et tout TDE, ils arrivent en plein essor de YouTube, MySpace, SoundCloud. Donc en fait, c'est une nouvelle génération d'artistes qui a accès à tout un ensemble de, tu vois, par exemple, Kendrick Lamar, s'il veut se refaire toute la discographie de DMX, d'ailleurs il a dit qu'il était beaucoup influencé par le de DMX. Ouais. S'il veut se refaire toute la discographie, il l'a, toute la discographie de Tupac, etc. Donc en fait, eux, ils ont beaucoup d'éléments, tu vois, pour s'inspirer de leur musique. Et après, ils vont commencer à le transparaître, tu vois, au niveau visuel, au niveau des clips. Et ça, c'est dans un de mes vlogs sur ma chaîne YouTube où je disais que un des clips que j'avais découvert sur YouTube, tu vois, quand je cherchais des clips de rap à l'époque, c'était le clip de Compton State of Mind, tu vois. Ouais, en fait, Kendrick, il avait repris le morceau de Jay-Z et Alicia Keys et ils l'ont tourné à Compton. Et c'était vraiment, mais tu vois, vraiment mal fait, tu vois, genre lumière naturelle, montage. Bon, moi j'utilise toujours iMovie pour mes vidéos, tu vois, mais eux, c'est Dev Free notamment qui a dit que son plus grand, enfin c'est pas vraiment un regret, mais en gros son plus gros dossier, c'est ce clip-là en fait, tu vois. C'est un des premiers qu'ils ont fait et c'est vrai que c'était fait avec aucun moyen, de manière très amateur. Mais ça a aussi du charme, je trouve, cette vidéo-là. Et elle est hyper importante parce que déjà, tu peux retracer toute l'enfance de Kendrick avec ce clip-là, là où il allait faire ses courses, tu vois, plein de important pour lui à Compton, dont il parle dans Gotham City. Preuve qu'en fait, toute sa carrière est, tu vois, personnalisée à la lumière de ses premiers titres, ses premiers clips. Et en fait, c'est la première collaboration entre Kendrick et Dave Free qui ensuite vont progresser ensemble jusqu'à former ce duo qui s'appelle The Little Homies, ouais. Exactement. Et là, à partir de ce moment-là, je pense que c'est ce que tu allais dire, ils commencent vraiment à changer de vision et ils se rendent compte que les clips sont au moins autant importants que les chansons. Ils commencent à créer des œuvres qui sont parfois superbes. Ouais, tu le vois avec Ignorance is Bliss où on voit vraiment qu'ils commencent à avoir une nouvelle approche en fait pour filmer. Ouais, je pense que c'est vraiment le clip qui marque une rupture dans leur collaboration. Enfin, pas une rupture, mais quelque chose je sens qu'ils commencent à aller vers quelque chose de beaucoup plus pro. Ouais, exactement, ouais. Et tu vois, par exemple, pour moi, donc il y a eu le avant 2010 avec Compton State of Mind et tous les clips un peu cheap, tu vois. Et même quand Black AP, ils ont commencé à dire voilà, nous quatre on rappe ensemble, tu vois. Ils ont commencé à faire des clips aussi. Et après, pour moi, il y a une période juste avant Swimming Pool, parce que pour moi, Swimming Pool, c'est le premier clip pour moi qui va tout. Où là, on est d'accord, tu vois. Il y a vraiment un côté cinématographique. Il y a les clips de Section 80 où il y a encore un côté un peu cheap, un peu amateur encore. Mais il était bien fait, les Power. Power, il était bien fait, tu vois, mais par exemple, je dirais juste au niveau de la photographie, tu vois, la manière dont c'est filmé, le matériel qu'ils utilisent, tu sens qu'ils sont encore, ça cherche encore une identité visuelle, tu vois. Les Swimming Pool, pour moi, il y a vraiment un boost, mais incroyable, tu vois, au niveau toutes les techniques, je trouve les plans, tu vois, l'utilisation du fond vert, parce que tu vois Kendrick Lamar qui plonge, en fait, dans l'alcool, dans ce clip-là, tu vois, il y a vraiment, tu vois qu'il y a plein de techniques qu'ils utilisent. Dans Bitch Don't Kill My Vibe aussi, tu vois. L'église. Moi, j'y connais rien en termes de cinématographe. Mais pour dire du coup qu'il y a vraiment une évolution au niveau de l'aspect visuel dans les clips, l'utilisation du noir et blanc aussi, tu vois, le fait que par exemple ils disent que ils veulent utiliser le noir et blanc pour que le spectateur puisse plus se focaliser sur le fond, le message plutôt que la forme du clip, tu vois, et c'est vrai que le noir et blanc ça renforce encore plus cet aspect.
Et Kendrick souhaite-t-il faire du cinéma? On va y revenir après. Ah, ok. Donc, je te laisse répondre, du coup, Nicolas. Je réponds maintenant. Il commence là. Il a déjà joué. Je sais pas si des gens regardent la série Power de 50 Cent. Quelques minutes. Il a joué le rôle d'un drogué dans cette série. C'est un gars qui est, il est complètement haillon, il est presque méconnaissable, donc il a fait son premier rôle là-dedans. Et oui, Kendrick veut aller vers le cinéma, c'est quelque chose qu'il revendique, c'est quelque chose qu'il a vraiment, je pense, il en a pris conscience à partir de Black Panther, pour laquelle le film pour lequel TDI a fait une bande originale inspirée du film. Et on sait que TDI vient de signer un contrat avec Warner Bros. Et on sait qu'il y a un documentaire normalement qui devrait sortir peut-être cette année ou au début d'année prochaine sur le label. Donc ils ont vraiment envie de faire cette direction-là. Pourquoi pas faire des films. Et Kendrick, c'est quelque chose qu'il a envie d'ajouter à son arc. En fait, c'est un gars qui est tout le temps en train de se remettre en question. Dès qu'il a fini quelque chose, il se dit qu'est-ce que je vais pouvoir faire après. Et faire du cinéma, c'est un vrai challenge qui s'est fixé. Ouais. Ah, c'est sûr. Bah, tu vois, à travers de Little Homies, en fait, Kendrick Lamar, il est aussi réalisateur. D'ailleurs, sur le clip de King Kunta, tu vois, il était beaucoup impliqué dans le montage. Dans tous les clips, ils sont impliqués. Les Little Homies, Dave Free et Kendrick, ils sont impliqués dans tous les clips. Ils suggèrent des plans aux réalisateurs. Tu vois, tu prends, comment ça s'appelle, King's Dead, le son avec Future et J-Rock, là. Donc, Kendrick est en... Merci, Sadil 87. Merci, ouais, c'est cool. Kendrick, quand il est dans les palmiers, là. Ouais. C'est lui qui a voulu se mettre là. Et ah ouais. Je me mets dans les palmiers, tu te démerdes, tu me filmes comme tu veux, avec un super zoom, mais je fais dans les palmiers et c'est tout. Dans le clip de High, où à un moment il passe la tête par la fenêtre, c'est comme dans le Joker. Le Joker. Lui qui a voulu aussi. Et puis c'est aussi les Little Homies qui sont derrière les performances scéniques de Kendrick. C'est eux qui travaillent avec des chorégraphes pour qui leur disent ce qu'ils veulent et après ils les mettent en application. Donc voilà. Et toujours aussi dans To Pimp a Butterfly, tu vois, il avait sorti il avait sorti le clip de Hype, après le clip de King Kunta. D'ailleurs, le clip de King Kunta qui a un format, c'est le réalisateur du coup qui a dit que c'était vraiment fait pour s'ancrer, tu sais, dans les réseaux sociaux pour que la vidéo passe en fait sur un format Instagram en fait. Ok, je savais pas. Et après, il y avait le clip de All Right qui a fait pas mal de vues et qui est vraiment qui est incroyable, tellement de symbolique dans ce clip. Et après, il y a toute une suite de clips de Kendrick Lamar où il n'y a pas énormément de vues. Et je crois comprendre pourquoi. Tu vois, par exemple, il y avait This Walls, tu vois. Il n'y a pas beaucoup de vues sur YouTube. Les gens, ils sont pas attardés parce que c'est là où tu vois vraiment que Kendrick Lamar, il va vraiment se mettre derrière la caméra pour complètement, en fait, mettre à l'écran tout ce qu'il y a dans ses textes. Et après, il a sorti God is Gangsta. Du coup, qui a You A for Sale. Et du coup, dans ce clip, justement, tu vois, il y a toute la première partie du clip où Kendrick Lamar, il parle, tu vois, face à la caméra, et en fait, il y a beaucoup d'influence au réalisateur David Lynch, tu vois. David Lynch qui a fait Mulholland Drive, Dune et beaucoup de films, Blue Velvet, et surtout la série Twin Peaks, tu vois. Parce que dans Twin Peaks, notamment surtout la saison 3, tu vois, il y avait vraiment un côté très mystique, très mystérieux, et Kendrick Lamar, il l'utilise dans le clip à travers la couleur, ou tu sais, le miroir qui se reflète, où il se voit dans le miroir. Et anecdote, je sais pas si tu la connais, une partie du clip de God is Gangsta, donc la deuxième partie qui est For Sale, a été tournée au Club Silencio à Paris. Exact, c'est le club de David Lynch. Ouais. Voilà. Donc tout est connecté. Tout est connecté, exactement. Tu vois c'est des trucs que si tu t'y intéresses pas vraiment, tu le sais pas. Et je trouve que ça donne une deuxième dimension à ce que tu regardes, à ce que tu écoutes. Et c'est un peu en fait au final. C'est ça. Et d'ailleurs, la fin de God is Gangsta, il y a beaucoup de gens qui disent qu'en fait, la fin de God is Gangsta, c'est le début c'est Blood de Damned, en fait. Parce que dans Blood, il commence par, j'étais en train je marchais dans la rue. Et qui disent que, bon, après, je pense que tu peux toujours trouver des messages, Ça aussi, c'est un peu un truc, quand tu regardes ce que les gens disent sur les albums de Kendrick Lamar ou les clips, t'as plein de théories un peu obscures, et il y en a peut-être qui sont vraies, mais enfin, tu vois, quand l'album Damned est sorti, c'était n'importe quoi, il y avait, je sais pas, il y avait plein de théories qui étaient sorties, et je trouve.
Ouais, je trouve que Kendrick Lamar, quelque part, je pense qu'il le cherche aussi, tu vois. Il sait pertinemment que dans son public, tu vois, son public est très varié, tu vois. Il n'y a pas uniquement des connaisseurs de rap, il est très mainstream aussi, tu vois. Et il sait pertinemment qu'il y a des personnes qui courent après le buzz et qui veulent absolument trouver des messages. Et tel un réalisateur comme genre Stanley Kubrick, tu vois, quand il sort Shining, il le sort à un moment où tout le monde le connaissait déjà, tu vois, avec Orange Mécanique et tout ça. Et là, il se dit, bon, je vais faire mon film et je vais faire exprès de laisser un maximum d'éléments, tu vois, dans mon film, pour qu'après on passe ton temps à discuter regarde, c'est exactement ça. C'est dans un sens, t'as une histoire, de la piste 1 à 12, t'as une version de l'histoire, de la piste 12 à la piste 1, t'as une version totalement différente de l'histoire, et il y a tout qui se rembobine. Et en fait, au fil de l'album, c'est mis en évidence via des samples qui sont mis à l'envers, il y a des voix qui sont distordues, il y a des trucs qui se rembobinent. Pour montrer qu'en fait l'histoire, d'ailleurs il le dit à la fin de Duckworth, et on va rembobiner l'histoire. On va rembobiner, ouais. Et ça, tu vois, c'est aussi pour ça qu'écrire un bouquin sur Kendrick Lamar, c'est parfois un peu difficile parce qu'il faut réussir à parler de ça sans que ça soit chiant. Et il faut mettre en évidence tous les messages qu'il veut faire passer en essayant de pas trop en oublier, quoi. Et du coup, après, t'avais le coup de marketing il sort une édition collector, il a mis tous les morceaux, il a recommencé par Duckworth, God, enfin. Il y avait un critique de musique, c'était, je sais pas si tu suis un peu les critiques américains, Needle Drop. C'est Anthony Fenton. Ouais. Bah, c'est le plus un des plus reconnus ici dans le monde en fait. Et lui du coup, To Keep a Butterfly, lui c'est son album de la décennie, tu vois. Il le met vraiment même devant My Beautiful Dark Twisted Fantasy. Et en fait, quand les gens ont vu sa critique de Dem, les gens ont commencé à mettre des pouces rouges parce qu'en fait, il a pas aimé Dem, tu vois. Il a commencé à dire que le refrain dans Love était, enfin, tu vois, Kendrick il faisait pitié sur son refrain, que l'album n'était pas. Ouais. Moi, je suis pas trop fan de ces ces gens qui font des chroniques ou des premières écoutes, etc. Parce que souvent c'est des points de vue qui sont très prématurés, je trouve. Ouais. Et je suis en train de dire que je suis pas fan des gens, j'ai rien contre ces gens-là, mais je trouve que je pense qu'il faut, je pense que la musique, surtout dans le cadre de Kendrick Lamar, parce que c'est notre sujet, je pense qu'il faut le laisser le temps de le laisser reposer. Je pense que tu peux pas critiquer un album de Kendrick Lamar en l'écoutant une fois. Je pense que c'est possible, hein, mais t'auras une vue qui sera partielle. Je pense qu'il faut rester avec les paroles, il faut essayer de les mettre en relation avec tous les autres albums. Et c'est aussi une critique que je trouve qu'on pourrait faire à Kendrick Lamar, c'est que il intellectualise beaucoup de choses. Ces albums, ils sont pas immédiatement compréhensibles et ils sont parfois un peu nébuleux, tu sais. Au début de sa carrière, il disait qu'un bon artiste, il pouvait faire passer son message en 4 ou 5 minutes. Surtout même Butterfly et sur Dem, c'est absolument pas le cas, quoi. Et des fois, il se perd un peu dans une espèce de hyper-intellectualisation que J-Rock a pas, par exemple. Et en tout cas, moi, personnellement, c'est pour ça que J-Rock, c'est un de mes artistes favoris, parce que J-Rock... Direct, en fait. Ouais. Et Kendrick, tu comprends pas tout. Et c'est aussi ce qui fait qu'il est intéressant. Mais c'est aussi, je trouve, que ce qui fait que par exemple, To Pimp a Butterfly, c'est un album qui est, pour moi, hyper important, mais qui aurait mérité d'être un petit peu plus simplifié. C'est l'album d'un bon élève, quoi. Pour moi, cet album-là qui aurait dû remporter le Pulitzer, parce que le Pulitzer, c'était un truc qui était de l'ancienne génération. Ils ont mis 30 ans pour récompenser un album de jazz, et jusqu'à Kendrick, il y avait que des albums de musique classique et de jazz. Ils ont parce que c'est la première fois, en fait. C'est la première fois où c'est une musique autre que musique classique et jazz, que ça soit un album. Enfin, donc un album autre. C'est ça. Donc, ça vraiment, le Pulitzer, ça avait vraiment cette image-là de trucs de l'ancienne génération. Un peu de vieux contes, tu sais, si on veut utiliser une expression bien connue, sans que ce soit trop péjoratif. Et pour moi, To Pimp a Butterfly, il représente un peu ça. C'est l'album, qui aurait été célébré par des gens qui pensaient que le rap était uniquement une musique contestataire, tu vois. Pour le coup, Dem, c'est Dem, ce fameux album beaucoup plus hip-hop. Le rap, c'est un album qui est parfois brutal. To Pimp a Butterfly, c'est le cas aussi, mais c'est pas uniquement ça. Et je trouve que c'est une critique qu'on peut faire à Kendrick, c'est que c'est parfois trop un bon élève. Il est peut-être parfois un peu trop sage. Et j'en parle aussi un peu dans mon bouquin. J'essaye de développer, parce que là, on peut pas développer ça en 5 minutes, tu vois, mais c'est aussi ça qui est intéressant d'analyser ce mec-là, parce qu'il est pas exempt de défauts, malgré toutes ces critiques hyper positives de l'artiste de la décennie et tout, qui pour moi ont pas vraiment ouais, c'est quelque chose qui est très subjectif, qui est difficile à analyser. Et ouais, non, après il y a plein de choses à dire, quoi. Ouais. Et toujours pour rester sur le visuel, donc là on parle beaucoup de Kendrick Lamar parce que c'est celui qui a sorti les clips les plus marquants. Avant de revenir sur les autres artistes, t'en as pensé quoi de Black Panther?
pas le film, hein, mais plus voilà, la soundtrack qui a été produite par Kendrick Lamar, la soundtrack en tant que telle, en tant qu'album, la musicalité que ça a apporté. Au début, ça m'a pas et après c'est un peu la même chose. Bon, en tout cas pour moi, tous les albums de TDI, c'est pas toujours des albums que j'apprécie tout de suite, mais au fil des écoutes, je découvre plein de choses. Je trouve que c'est des albums qui sont toujours bien construits, toujours bien mixés, avec une vraie attention du détail. Et donc l'album, il a grandi en moi au fil des écoutes. Je trouve que Seasons avec Mosey, c'est un titre magnifique. Ouais. Non, ouais. C'est clairement pas l'album marquant de discographie TDI pour moi en tout cas, mais c'est un album qui est important pour eux parce que Kendrick, ça faisait depuis très longtemps qu'il voulait mettre un film en musique en fait, parce qu'il était inspiré par toute la période Blaxploitation, par des gars comme Curtis Mayfield, James Brown qui avaient fait des bandes originales pour des films. Et donc c'est un album qui lui permet, comme on dit tout à l'heure, de mettre un peu un pied dans le cinéma aussi. Exactement, ouais. Tu le vois dans son album où au niveau des paroles, des fois il prend la place des personnages qu'il y a dans le film. Donc ça c'est pas mal. Ouais. Sur le premier son, ouais, il dit qu'il est T'Challa, c'est ça? C'est ça, ouais. Et après sur un autre morceau, il dit que c'est je sais plus comment il s'appelle, le méchant dans Black Panther qui est incarné par Michael B. Jordan, ouais. Et ouais, du coup, à ce niveau-là, c'est intéressant. Et encore une fois, il fait preuve de cette capacité qu'il a à se fondre dans plusieurs personnages pour délivrer des messages différents. Mais après, en tant qu'œuvre musicale, c'est pas que j'écoute. C'est pas un truc qui va vraiment marquer les esprits. Ouais. Maintenant, au niveau des autres artistes du label, au niveau du visuel, est-ce que tu peux me dire, par exemple, toi, les clips ou un clip qui t'a vraiment marqué, autre que Kendrick Lamar, parmi les autres membres du label? Ok. Laisse-moi réfléchir. Pas de souci. J'ai pas pour des raisons cinématographiques ou de mise en scène ou de trucs hyper léchés. J'ai bien aimé Who'd Gonna Love It de J-Rock, un de ses premiers clips. Où là, c'est vraiment le début de TDI et t'as J-Rock qui est dans les Nickerson Gardens avec tout son quartier en arrière-plan. T'as plein de pieds des Nickerson Gardens, de Watts, t'as un Kendrick qui est presque invisible dedans, qui est là derrière, qui rappe un petit peu, qui en fait à l'époque était le hype man de J-Rock. C'est fou de se dire ça quand même, que c'était pas du tout le gars sur qui TDI comptait à la base. Ouais. Qui était censé être une superstar. Donc j'ai bien aimé ce clip-là, j'ai bien aimé sur J-Rock Rotation 112. Les plans là où il est là c'est dans l'album, donc c'est vachement bien fait. Les plans où il tourne là avec la caméra, je trouve que c'est aussi dans son quartier, donc j'aime bien. J'ai bien aimé Drugs de Absol. On aurait blanc là. Refrain, là ouais. En noir et blanc, c'est vrai que c'est. J'ai passé une heure sur Drugs. Oui, en fait, il n'est pas crédité sur le morceau, mais il fait le refrain en fait. Et qui est fait par Panamera, donc il y a un réalisateur qui a beaucoup collaboré avec TDI. Je trouve que c'est un beau clip. Et je pense aussi à Doves in the Wind de SZA. Je l'ai mis dans ma liste celui-là aussi. Il casse des barres. Arts martiaux, donc c'est il est cool. Il y en a plein d'autres, mais là comme ça de tête c'est ce qui est. Et toi c'est quoi du coup? Moi au niveau, tu parlais de J-Rock par exemple, le clip avec J. Cole, je trouve qu'il était vraiment bien. Le Out of Sight, Out of Mind, awesome. Je trouve que moi tu vois par exemple j'ai fait mes études en Caroline du Nord à Raleigh et le truc tu vois c'est que toutes les personnes qui sont qui sont à Raleigh en Caroline du Nord, on a tous quelque chose de particulier avec J. Cole, tu vois, que je pense que les gens qui ont jamais vécu en Caroline du Nord, ils comprendront jamais, tu vois. Mais quand tu regardes le clip, faudrait que je vérifie, mais j'ai vraiment l'impression que ce clip a été tourné à Raleigh, juste à côté de là où j'habitais en plus pour les études. Et en fait, je trouve que c'est un clip qui est vraiment bien parce que tu vois, on n'a pas beaucoup parlé de J. Cole. Mais tu vois, J. Cole, pour moi, avec son album 2014 Forest Hills Drive, et celui qui arrive juste après, là, qui a été un peu décrié par la critique, c'était For Your Eyes Only. Je trouve qu'il a quand même réussi à créer un style limite un hip-hop un peu de Caroline du Nord, tu vois, et Awesome de J. Cole, du coup il reprend toute cette atmosphère un peu lente, tu vois, qui colle bien avec le flow du coup de J. Cole qui est très long. Intéressant. Et du coup j'ai bien aimé Awesome, Say What's Up aussi. Qu'ils avaient utilisé un fisheye, il me semble. Ça, c'est à l'époque. Il y avait tout le Black Hippie dans ce clip-là. Il y avait tout le Black Hippie, ouais, il est cool. Oui, putain, je me souviens de ce clip-là. Il y a une caméra qui les filme en arrière, comme ça, dans la rue. Exactement. Ils sont en train de parler et tout, et puis après, ils voient qu'il y a une caméra qui est en train de les filmer, ils prennent la caméra. Ça, le charme des premiers trucs, ça, c'est cool. Exactement. Au niveau d'Absol, il y avait Bray avec Bass.
le rappeur de Dreamville, qui était tourné à Paris d'ailleurs, le clip. Cool. Ouais, de base, il a vécu en France pendant un moment d'ailleurs. Je crois qu'il est né à Paris. Ok. Ouais. Donc Braze, c'est un clip qui m'avait que j'avais bien kiffé. Et après, bon, du coup, pour moi, au niveau des clips, Schoolboy Q, c'est vraiment un des rappeurs pour moi qui m'a le plus, surtout avec Blankface LP en fait, tu vois. Ouais, moi c'est mon album préféré de Tilly, Blankface LP. Oula, là t'as déclaré là. C'est ton album préféré de tout le label. De Tilly, ouais, Blankface LP c'est mon album préféré de Tilly. Ouais. Ok. Voilà, je le dis comme ça. Et il est exceptionnel cet album, il y a absolument rien du tout à jeter. Après c'est pas forcément cool parce que c'est une époque où Schoolboy Q était au fond du gouffre un peu en termes d'addiction. Dépression de la drogue, ouais. Ouais, donc c'est pas forcément bien, tu vois, d'aimer cet album entre guillemets, parce que t'as pas envie que les artistes que tu aimes soient en dépression et soient au fond de la drogue. Mais en tout cas pour moi c'est un album qui est exceptionnellement bien écrit, qui est super bien produit et ouais c'est l'album que j'écoute le plus de Tilly. Et d'ailleurs tu vois, ouais tu disais. Non je disais que non vas-y, c'était pas intéressant. Ouais, non, je disais juste que Schoolboy Q, je l'avais revu sur une interview avec Snoop Dogg là, tu sais, sur l'émission où ils parlent ensemble et ils fument de la weed là, et il a grave maigri. Il a expliqué qu'en fait, là maintenant ils sont mieux. Il a quitté toutes ces histoires de drogue, parce que même sur Crash Talk, il était encore dans ce délire, tu vois. Bah non, justement, je crois pas sur Crash Talk. Je pense que justement Crash Talk c'est l'album où il s'est sorti de là et tu le ressens, je trouve, en termes de sonorité. C'est un album qui est beaucoup plus enjoué, qui est beaucoup plus, enjoué. Je sais pas si c'est le bon mot, mais il y a plus de bangers, il y a plus de refrains chantés, de choses comme ça. Et d'ailleurs sur Crash, le son là où il sample Boom de Primo et Ross de 5ix9ine, il le dit, je me suis rendu compte qu'il fallait que je fasse ça pour ma fille parce que si j'échoue, elle échoue aussi, elle a besoin de s'habiller, etc. Donc je vais y aller à fond pour ma fille. Et sur Blackface, pas ce recul, il était encore dans ces histoires de gang, à South Central, etc. Bah, le problème du coup c'est ça qui est dommage, c'est que il était beaucoup mieux mentalement au niveau de son attitude sur Crash Talk, mais du coup les critiques l'ont beaucoup plus parce qu'en fait tu vois, genre quand il a sorti Num Num Juice, il a mis la barre haute, tu vois. Vraiment Num Num Juice pour moi c'est 2 minutes direct straight talk, tu vois. Et après quand il sort Crash Talk, je pense que les gens ils étaient un peu ils s'attendaient à plus de morceaux un peu type Num Num Juice justement, tu vois. Moi j'étais vraiment déçu quand Crash Talk est sorti. Par contre, j'en discutais avec justement Raphaël Catuz à un moment. C'est un album qui a grandi en moi au fil des écoutes, encore une fois. Et pour moi, il contient parmi les meilleurs titres de la carrière de Schoolboy Q. Je pense à Num Joe, je pense à Gang Gang, je pense à 5200 là, Crash. Pour moi, ça fait partie des meilleurs titres de sa carrière. Par contre, t'as aussi des morceaux qui sont, je trouve, qui sont trop mauvais. Le son avec Ed de la Sign et YG, je trouve que c'est même le morceau de Travis Scott, je suis pas trop fan. Le morceau avec Travis Scott, j'aime pas trop. J'aime pas beaucoup non plus le son avec Black. Je pense qu'il y avait autre chose à faire. Je pense que le son avec Kid Cudi. Tu vois, c'est des bons titres, mais c'est pas au niveau des standards qu'Utili s'était fixé. Par contre, encore une fois, il y a parmi les meilleurs sons de la carrière de Schoolboy Q, donc c'est aussi intéressant cette double dimension que peut avoir Q. On a l'impression qu'il est un peu encore tiraillé entre plusieurs facettes de sa personnalité. Et ouais, moi c'est un artiste que j'aime beaucoup aussi, Schoolboy Q. C'est vraiment un mec qui est super bon. À la base d'ailleurs, il voulait pas rapper, il était toujours un peu, c'était vraiment le dernier gars de Tilly à sortir des histoires de rue, de braquage, etc. C'était le gars qui était en studio, qui fumait avec les gars de Tilly, mais qui rappait pas. Et il s'est mis petit à petit, et c'est devenu un monstre. Exactement, ouais. Et du coup, sur Blankface LP, tu sais, il y avait la trilogie de clips qu'il avait sorti, où il racontait du coup une histoire, c'était avec By Any Means, Tookie Knows et Black Coats. Oh là là. Tookie Knows, c'est un truc de fou, hein, ce morceau. Vraiment. Et moi, je trouve que le deuxième couplet, le rappeur qui vient après Schoolboy Q, il est encore plus fort que Schoolboy Q. C'était qui déjà? Je me rappelle même plus. Je me rappelle plus de son nom, mais ce gars qui revient, qui arrive après, genre, tu te manges une claque avec le premier couplet, et quand ce deuxième rappeur, il arrive, c'est encore mieux, tu vois. Ouais, non, c'est un beau morceau, ouais. Et Tookie Williams, c'était un illustre membre de gang, donc t'as aussi. C'est Arnold Schwarzenegger qui a dit on l'exécute, il me semble. Oui, je sais pas si c'est Schwarzenegger, mais ouais. Bah, c'est depuis ce moment où Snoop Dogg, où tous les rappeurs anciens gangsters et tout, ils ont commencé à dire notre gouverneur c'est Terminator, quoi. C'est une blague. Tu vois, qui n'a jamais fait partie de gang ou il a jamais revendiqué son affiliation à Pyros, même si tous ses potes étaient Kendrick. Ah oui, ouais.
IQ, il l'a jamais caché, et encore aujourd'hui, dès qu'il écrit un message sur ses réseaux sociaux, il met la lettre H en majuscule en hommage au crew of the Crips, qui était le gang qu'il a rejoint à l'âge de 14 ans. Donc il garde, lui, cette identité très très rue, très très ancrée dans la rue, que Kendrick n'a pas forcément. C'est vrai, ouais. D'ailleurs, en parlant de Hoover, il y a Nipsey Hussle qui, dans un interview, disait que lui, il était, en fait, le gang de Nipsey Hussle, les Rolling 60s, ils étaient vraiment en guerre avec les gangs de Schoolboy. Ouais. C'est marrant que tu dis ça parce que quand j'étais à Compton, je discutais avec un gars de là-bas et je lui parlais justement de ces alliances entre plusieurs rappeurs de gangs opposés. Je lui disais, j'ai l'impression que c'est une bonne chose, quoi. Je trouve que c'est une métaphore que les choses commencent à aller mieux. Il m'a dit, ouais, c'est bien que YG collabore avec Nipsey Hussle, parce que YG était un pyro, Nipsey était un creep. Mais, fais gaffe. Il n'y a pas de Blood à Compton. Il n'y a que des pyros. Les pyros sont une sous-division des Bloods et ils n'existent pas à Compton. D'accord, autant pour moi, ouais. Mais du coup, lui, il me disait que ce qui aurait été vraiment significatif, c'était justement que Nipsey fasse un son avec Schoolboy Q. Parce que là, ça aurait été quelque chose de fou. Parce qu'on a souvent l'impression que les gangs opposés, les bleus et les rouges s'affrontent, mais les bleus s'affrontent entre bleus et les rouges s'affrontent entre rouges. Et le rap permet aussi de dépasser ça, et c'est ce que me disait aussi un gars de Compton qui s'appelle Show Goda, qui est le meilleur pote de Kendrick Lamar. Je pense que tu l'as vu partout dans ses clips, qui sont Tommy Butterfly dans la pochette intérieure. Celui qui a les dents du bonheur et qui a compris là. Il me disait que le rap avait permis vraiment de rapprocher des gangs rivaux et que ça avait joué un très très gros rôle dans l'amélioration de la situation. D'ailleurs, il y avait, c'est pour ça que c'est dommage, tu vois, qu'il faut toujours attendre un événement type les riots de 92 pour attendre que les gangs s'unissent pour pouvoir lutter contre l'oppresseur, contre la brutalité policière. Tu vois, c'est qu'ils n'ont pas besoin d'attendre qu'il y ait ce genre de problème pour s'unir. Il y a Snoop Dogg et The Game qui se réunissent régulièrement à Los Angeles pour parler avec la LAPD, aussi pour dire vraiment aux gangs d'essayer de trouver un terrain d'entente, quoi. Les choses s'améliorent vraiment, et puis il y a beaucoup de quelqu'un qui veut qu'on parle en anglais. Big up à Zana, du coup. Ce sera pas hyper compréhensible. Mais oui, et je trouve que il y a quelque chose qui est assez frustrant aussi, c'est que je trouve qu'on met trop en avant cette dimension gang quand on parle de Los Angeles. Je trouve que c'est parfois une approche pour des articles, pour des vidéos, qui est, je trouve, un petit peu cliché, et je trouve qu'il y a beaucoup plus de choses à dire sur des endroits comme Compton, comme Crenshaw, que dire automatiquement c'est infesté de gangs, etc. Je pense qu'il faut raconter une autre histoire maintenant, parce que c'est plus vraiment le cas, et que par respect pour les gens qui sont là-bas, par respect pour les activistes qui se battent pour que la narration change, il faut arrêter de parler de ça tout le temps. Et c'est un peu ce que j'ai essayé de faire avec mon bouquin. Je pense que il faut maintenant dépasser ça, parce que la situation est bien moins dangereuse qu'il y a pas mal d'années. Commence à être un peu plus maîtrisé, en fait. Complètement. Le Shogoda, il me disait que il y a 10 ans, il allait acheter de l'alcool dans un magasin et qu'il regardait par-dessus son épaule, et que maintenant il laissait ses filles courir dans la rue sans problème. Donc, tu parles de l'alcool. Tu parles de l'alcool, c'est justement un des gros problèmes qui a été souligné, pour revenir un peu sur le cinéma aussi, par le réalisateur John Singleton, qui avait réalisé Boys in the Hood. Tu vois, t'avais cette fameuse scène où t'avais du coup comment il s'appelle déjà, Morpheus, Lawrence Fishburne, qui parle à Cuba Gooding Jr. Et en fait qui explique, donc là ils arrivent à Compton et ils expliquent aux personnes qui sont là que faut faire attention à la gentrification, il faut que toute notre communauté, on crée notre propre argent et on puisse réinvestir. Et il faut aussi qu'on arrête nos conneries, parce que regarde, nous on n'a pas accès à des avions ou des bateaux pour récupérer de la drogue ailleurs. Tu vois, c'est que la drogue, arrive à un moment, elle arrive quelque part. Tu vois, les armes, elles arrivent quelque part. Et pourquoi est-ce qu'il y a des liquor stores à tous les coins de rue? Et pourquoi il n'y a pas de business qui sont là pour attirer les investisseurs, les nouvelles personnes, pour transformer en fait? C'est un vrai problème. Kendrick en parle beaucoup dans sa musique de l'alcool. Il en parle sur tous ses albums. C'est quelque chose qui a été, comme on disait tout à l'heure, qui a marqué beaucoup de membres de sa famille, de son entourage. Des interviews où il disait j'avais deux choix, c'est soit je devenais alcoolique, soit je laissais les bouteilles de côté et je faisais autre chose. Parce que dans son entourage, en tout cas à l'époque, c'était comme ça. Beaucoup de gens buvaient. Et c'est vrai qu'on parle beaucoup de la drogue qui a ravagé des quartiers, mais l'alcool a été aussi quelque chose de destructeur. Et après aussi, t'as une histoire aussi qui est celle de ces ghettos qu'on a complètement marginalisés.
de Compton, de Watts, que le gouvernement américain a complètement laissé à l'abandon dans les années 80, notamment sous le mandat de Reagan. Ouais. Avec l'affaire, Kendrick en parle beaucoup dans West Theory, notamment, on en parlait tout à l'heure. Il parle de l'affaire Iran-Contra, où dans le cadre de cette affaire-là, t'as Reagan qui a fait venir des armes en fait et de la drogue dans les ghettos pour pouvoir contrôler les populations noires. Au début, c'était une théorie conspirationniste, et là récemment, il y a des enregistrements qui ont prouvé que c'était un truc qui n'était pas du tout fantasmé. Donc t'as toute cette histoire-là à raconter aussi quand tu parles de Kendrick Lamar, de Compton, de Watts. Toute cette histoire d'addiction, de violence et de gens qui essaient de s'en sortir mais qui parfois n'ont pas le choix. Et on parle souvent des gangs comme quelque chose de négatif, et effectivement il faut pas les glorifier, mais il faut aussi se rendre compte que, en tout cas c'est ce que les gens de là-bas m'ont dit, c'est que ils avaient pas le choix par moment. Il n'y a pas d'échappatoire. Il n'y a pas d'échappatoire. En tout cas tous les gens que j'ai rencontrés ont grandi sans père. Parfois leur mère était alcoolique. Ou drogués, et ils devaient se tourner vers les grands du quartier pour les élever, et ces grands du quartier-là, c'était des dealers, c'était des gens qui étaient dans la gang des Parouls, donc ils ont trouvé une famille comme ça, et tu te laisses vite embarquer dans des choses-là, et le manque d'opportunités économiques, le racisme qui gangrène l'Amérique comme pas possible, le fait qu'ils soient éloignés des centres d'emploi, Compton, Los Angeles, c'est à côté, mais avec les circulations, c'est limite 1 heure de route. T'as toutes ces choses-là qu'on prend parfois pas le temps d'analyser, et dans le cadre d'un bouquin, ça permet de poser les choses et de vraiment aller profondément dans ces sujets-là. C'est vrai que par exemple, il y a des gens qui disaient que à Compton, tu vois, t'as des personnes des jeunes qui sont jamais allés à l'Océan Pacifique ou à Santa Monica, parce que je pense que l'Amérique a aussi créé une espèce des barrières invisibles en fait, tu vois, entre les quartiers. Et les gens à l'époque, ils s'attendaient pas à ce qu'une ville comme Los Angeles, ils puissent avoir toutes ces émeutes qui s'éclatent, parce que pour les gens, c'était Hollywood, c'était les strass et les paillettes, il y a rien qui allait se passer. Et quand il y a eu ces riots qui ont éclaté, c'est là où ils ont vu qu'en fait, il y avait vraiment des barrières invisibles, en fait, qui fait que les gens qui étaient dans ces quartiers n'avaient pas le droit d'aller ailleurs. Parce que dès qu'ils allaient ailleurs, de toute façon, la police allait venir pour les matraquer, tu vois. Ouais. Et même au sein même de leur quartier, en fait, c'est pour ça que je me dis, la LAPD, des fois, ils ont une espèce de contrôle, en fait, sur ces zones, parce qu'ils sont en connaissance de cause, tu vois. Ils savent que les gangs, tu vois, c'est là depuis des années et des années. Et mais tu sais, c'est exactement ce que symbolise la pochette de Butterfly au final. C'est Kendrick Lamar et tous ses potes, tous ces gens-là que l'Amérique voulait enfermer, que l'Amérique voulait pas voir, que l'Amérique isolait dans des quartiers complètement marginalisés. Ces gens-là qui arrivent devant le symbole ultime de pouvoir, la Maison Blanche, et qui posent torse nu avec des tatouages, des bouteilles d'alcool, des billets. Exactement, ouais. Et à leur pied, il y a un juge qui est, enfin, le mec par terre là, en fait, c'est un juge. Et avec cette seule image, t'as toute l'histoire des quartiers des ghettos de Los Angeles qui est racontée. Et c'est super intéressant à analyser encore une fois. Ouais, parce finalement, on pourrait se dire que tout ça, ça reste une création de l'Amérique. Hein. C'est un peu ça, ouais. C'est l'Amérique qui a créé ça. Le gouvernement Reagan, tu sais, parce que Compton, en fait, à la base aussi, c'était un quartier qui était prisé par les populations blanches. T'as la famille George Bush qui vivait la famille Bush qui vivait là-bas. Un temps, il y avait un système d'éducation qui était super prestigieux, donc les blancs riches et prospères allaient là-bas parce que voilà, c'était aussi bien placé par rapport à Los Angeles. Ensuite, ça a été, il y a eu des problèmes de gangs, donc ça a été et avec l'immigration de Nouvelle-Orléans, du Mississippi, etc., t'as les populations noires qui ont commencé à s'installer. Donc les blancs racistes ont d'abord essayé de les repousser en dehors des frontières de Compton. Ils n'ont pas réussi. Donc quand ils ont vu qu'il y avait beaucoup de personnes noires qui s'installaient à côté d'eux, ils ont déménagé. Donc la population noire s'est retrouvée seule, sans opportunité économique, et donc les gangs ont commencé à se développer. Ensuite, les populations noires ont commencé à un peu partir vers d'autres zones, et là c'est la population latino qui est arrivée. Donc en 50 ans, 60 ans, la ville a complètement muté. Parce que là ils sont plus en dominante, il me semble, les hispaniques à Compton. Il y a 65% de population hispanique et 30% de population noire en ce moment. Ouais. Comme ça. Donc vraiment, la ville a vraiment muté au fil des années, et c'est aussi une histoire qui est intéressante à raconter. D'accord, effectivement, ouais. Et du coup aussi, par rapport à cette histoire aussi, ce qui est intéressant de voir, c'est à quel point, en fait, tu vois, Kendrick Lamar, il a réussi, il est sorti, en fait, de Compton, et tu vois que les gens qui sont à Compton, ils ont même pas, je sais pas s'il y a, tu peux même pas vraiment développer une forme de jalousie, en fait. Parce que le Kendrick Lamar, depuis ses débuts, il était déjà,
comment dire, c'était déjà programmé en fait qu'il était engagé, il avait une posture en fait de regard sur tout ce qui se passe autour de lui, tu vois. Ouais, c'était je sais plus ce qu'il disait dans un son, il disait moi je suis le gamin qui est assis sur un trottoir et qui regarde les balles fusées autour de moi. Et je trouve que c'est un peu ça, les gars que j'ai rencontrés m'ont tous dit que Kendrick, ils ont tout de suite vu qu'il était hyper talentueux. Et ils l'ont tout de suite protégé. Ils ont dit, nous, on fait des conneries avec les Pyros, mais toi, tu vas rester en dehors de ça. T'es notre pote, tu vas voir tout ce qu'on fait, mais on va t'interdire d'y prendre part. Et même s'il dit qu'il a tiré sur des gens, qu'il a frappé des personnes, qu'il s'est fait tirer dessus aussi, qu'il a fait des choses qui étaient vraiment pas recommandables, si c'est le bon mot, il s'est jamais vraiment complètement immergé dans cette vie-là. Ouais. Et c'est vraiment le bon gamin, encore une fois, qui regarde, qui évolue dans une ville de dingue et qui essaye de comprendre comment il peut s'en sortir. Mais en tout cas, ce que tu dis, c'est juste. C'est que s'il est aussi respecté à Compton, c'est parce qu'il a jamais oublié son quartier et que dans tous ses clips, il y a aucun figurant. T'as que des potes du quartier. T'as que des potes. Enfin, c'est pas un quartier, c'est une ville. T'as que des potes de sa ville et de la zone où il a grandi. Donc c'est un gars qui, malgré, même si c'est une des plus grosses superstars de l'industrie aujourd'hui, pas seulement du rap, Kendrick Lamar, c'est un mec qui est hyper important pour notre type de musique. C'est un gars qui a jamais oublié d'où il vient et il y retourne tout le temps. Là, à Noël, il était à Compton encore pour faire des distributions de jouets, etc. Ouais. C'est ça qu'il est très respecté. Parce qu'il a pas oublié du tout. Là, c'est un peu, on peut faire aussi le parallèle avec Nipsey Hussle aussi, qui malheureusement nous a quitté l'année dernière. Ouais, tu vois que toute la démarche en fait de Nipsey Hussle, elle est vraiment semblable à T.D. en fait, tu vois. Sauf que Nipsey Hussle, il a vraiment un côté, il est solo dans son délire, parce que je crois que Nipsey Hussle aussi, là, ce qui m'avait fasciné chez lui, tu vois. Il a créé son label, quand même. Comment? Il a son label quand même, Nipsey Hussle. Ouais, il a son label All Money In, tu vois, mais c'est surtout l'histoire du fait que lui, il était parti en Afrique et que c'est en Afrique qu'il avait vu une nouvelle perspective, au même titre que Kendrick Lamar quand il allait en Afrique du Sud. C'est là où il y a eu cette perspective pour écrire To Keep a Butterfly. Exactement. Et après, tu vois, genre moi quand j'étais parti à Crenshaw l'année dernière, et je pense que tu étais parti aussi à Crenshaw devant le marathon Claudine, tu vois, c'est fou de se dire que la personne qui a grandi dans cet endroit-là, qui a créé de ses propres mains avec son frère ce magasin-là, qui a fait tout ça et qui revient comme ça pour voir son magasin, il se fait shooter devant la création en fait qu'il a fait. C'est troublant, tu vois. Ouais, c'est affreux, ouais. Je quoi dire. Je t'avoue que c'est un truc qui a été, c'est un truc qui a eu une très très grosse, je m'en suis rendu compte quand j'étais à Compton et que les gens que j'ai interviewés m'ont parlé de cet événement-là, de Nipsey Hussle, sans que je leur en parle, et c'est quelque chose qui les a traumatisés vraiment profondément. D'abord parce que c'était un acte horrible et que c'était un gars qu'ils connaissaient tous, et aussi parce que ça leur a prouvé une nouvelle fois qu'il fallait s'éloigner de cette violence-là, et qu'il fallait vraiment suivre le chemin de Nipsey Hussle, qui cachait rien de son passé, qui sur Ocean View dit quand je mourrai, je vous m'enterriez avec un drapeau bleu autour du fusil et que vous chantiez Stevie Wonder. Donc, tu sais, t'avais aussi cette dimension, toute cette violence dont il a été victime. Ouais, et aussi la beauté qu'il essayait de faire ressortir de son quartier, des gens avec qui il avait grandi. Et ça, c'est quelque chose qui s'est transmis aussi à la génération après Nipsey Hussle et après Kendrick, qui sortent vraiment, encore une fois, comme on disait, de cette posture gangsta rap, et qui essayent de faire autre chose. Question pour Monsieur Roger, quel artiste aimerais-tu écrire après Kendrick? Je sais pas si je vais faire un autre livre sur la musique, honnêtement. Je sais pas, je verrai si j'ai envie ou pas. Là, pour l'instant, je suis plus sur des projets de romans et pas de livres musicaux. Parce que là, à part Kendrick Lamar, du coup, tu as un roman qui est en préparation, enfin qui va sortir aussi, ça? Un roman qui sort en octobre chez un autre éditeur. J'en ai un autre qui est prêt, mais que j'ai pas encore réussi à faire publier. Et j'en ai un troisième que je suis en train d'écrire actuellement. Le confinement aidant à se mettre à fond dans des projets. Exactement, ouais. Roman. Donc, je pense qu'après, je sais pas trop si j'ai envie de faire un autre bouquin sur la musique. Pour des raisons personnelles, pour des raisons financières, c'est que c'est compliqué. Donc, je sais pas, je verrai où ça me mène. Après, ces sujets, je se présente, pourquoi pas. Ok, d'accord. Bah écoute, Nicolas, c'était super intéressant ce live. J'espère que les personnes du coup qui ont assisté ont eu toutes les infos qu'elles voulaient par rapport au livre. Et sur ton profil, non, le live. Ouais, bien sûr. Bah là, de toute façon, je vais le republier. Ok, cool. Ouais, du coup, le week-end prochain, il se peut que je fasse un live avec Chris.
Ok, cool. Ok. Ouais. Ah, bien. On va parler de prod, de nos prods préférés. Très, très cool. Donc, du coup, ça va être cool. Ouais, cette période de confinement, je pense, on peut s'occuper comme on peut, tu vois, mais c'est vraiment pour la culture. Je suis content, il y a pas mal de gens qui étaient là, et des gens qui ont posé des questions et tout. C'était cool. Merci beaucoup de m'avoir invité, mec. Merci, suprématie. Ouais, à refaire carrément. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire par rapport à Kendrick Lamar, à T.D. On continuera toujours à apprendre de ces artistes et même ce modèle, tu vois. En France aussi, ça bouge bien, tu vois. Et je pense que c'est bien aussi de s'inspirer des Américains, tu vois. Même carrément. Par rapport. Merci Adrien, big up. Merci. C'est cool, ça fait vraiment plaisir. J'espère que ça a plu à plein de gens et si vous avez d'autres questions, vous nous les posez à Michael ou à moi. Michael, il est hyper expert allez voir tout ce qu'il fait aussi. Il est expert il a une connaissance énorme en rap et en cinéma et tout. Donc, n'hésitez pas à nous poser des questions et voilà, ça nous fera plaisir d'y répondre. Merci Nico. Bon allez, du coup, bon courage à Montréal pour le confinement. Ouais, aussi à New York, attention à toi, c'est un peu la merde là-bas, j'ai l'impression. Ouais, je sais, c'est pour ça que là, je lis pas trop là pour l'instant, je lis que les actualités hip-hop et cinéma et je reste chez moi. Merci du coup mon frère. Puis, reste chez toi, écoute de la musique et voilà. Ok. Du coup, peace Nicolas. Hein. À très bientôt mec. Ciao. À bientôt.